Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Dans cet épisode, ça va être un épisode un petit peu plus à la cool puisqu'on va faire une sorte de débrief de l'année cinéma 2025 où mes deux compères et moi allons parler et de l'année dans sa globalité, de nos top 10 respectifs et également un top 10 du podcast en entier puisque le top 10 global regroupe le top 10 de plusieurs chroniqueurs qui n'ont pas pu être présents avec nous ce soir et qu'on remercie quand même chaleureusement de leur implication lors de toute l'année 2025. Et voilà, et pour cet épisode, en l'occurrence, je suis accompagné d'Arthur. Comment ça va, Arthur ? Bonsoir, bonjour, ça va très bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Et je suis aussi avec Thomas. Comment ça va, Thomas ? Ça va, merci. Et toi ? Ben, ça va toujours. Et puis bah voilà, on peut commencer, on n'a pas de période, enfin voilà, pas de bande-annonce à diffuser, rien, on va commencer tout de suite. On va donner un petit peu un avis global sur l'année 2025 de cinéma. Lequel de vous deux veut commencer pour donner son avis un petit peu sur son année 2025, sur ce qu'il a aimé? Bon, écoute, si tu veux, je vais commencer. Moi, j'ai été un peu mitigé sur cette année de 2025. Bien sûr, il y a eu des très bons films qui sont sortis, mais ce que j'ai remarqué, c'est que au niveau de la concurrence streaming et celle de cinéma, eh bien, au final, je trouve que cette année, il y a eu certains des films que j'ai préférés sont des films de streaming, ce qui est quand même un peu dommage parce que je n'ai pas pu les voir au cinéma, même si, ok, ils sortent au cinéma pour 1 ou 2 jours, juste pour être éligibles pour les Oscars, les Césars, les BAFTA, etc. Et donc ça, c'est une première déception. Et deuxième déception que j'ai, c'est que moi, j'ai vu pas mal de films aux États-Unis en salle qui ont perdu leur accès salle ailleurs dans le monde, notamment en France, parce qu'ils ont été soit un peu boudés par le public, soit par la critique, soit par les deux. Mais par exemple, moi j'ai bien aimé certains films comme Ella Mackey, qui est quand même le nouveau film de James L. Brooks, qui n'a pas fait de film, je crois, depuis 15 ans. Et je sais que certains cinéphiles, ils adorent ce réalisateur et ils ne pourront pas le voir parce que il a été donc complètement enlevé des salles. Ici, il est resté genre une semaine. Pareil pour le After Violent, le Guadagnino qui n'est pas resté très longtemps à l'affiche. Warfare de Alex Garland. Moi j'ai bien aimé, je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, mais c'est quand même une proposition de cinéma intéressante et c'est un film qu'il faut voir sur grand écran. Et là c'est un film qui, je crois, en France est sorti sur Prime Video, etc. Alors quand on voit toutes les nullités qui sortent au cinéma sur grand écran en France, pourquoi est-ce que des films qui peut-être ne sont pas parfaits, je suis d'accord, mais qui sont clairement faits pour le cinéma, pour le grand écran, eux ont droit à des sorties streaming, voilà. Donc entre ça, mais certains films que j'aime bien, qui ont été achetés directement par Netflix, donc qui n'ont eu aucune sortie cinéma, et ceux qui avaient une sortie de cinéma, mais qui, je sais, pour le reste du monde, sont un peu sortis, je trouve qu'on est dans un mouvement assez inquiétant, et je pense que vous avez lu comme moi le fait que Netflix voulait racheter les Warner, et ils ont dit que si c'est... Bon, c'est pas encore fait à 100%, mais si c'est eux qui avaient Warner, du moins aux États-Unis, je ne sais pas comment ce sera dans les autres pays, mais aux États-Unis, les films Warner ne sortiraient plus que 17 jours au cinéma avant de rejoindre le catalogue Netflix, Netflix HBO, qui serait donc un seul même truc, quoi, si vous voulez. Voilà, donc une année cinéma un peu inquiétante pour moi. Voilà. Oui, Arthur, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ? Non, parce que j'ai à peu près le même bilan, je trouve que c'est une année qui est... m'entends, oui ?
Oui, pardon. Parce que je trouve que c'est une année qui est globalement assez mitigée, qui a pas eu des super sorties, ou alors en effet des films que j'ai dû voir chez moi, soit sur plateforme, soit en VOD, etc. Parce que ça sort pas en salle, ou peu en salle, ou pas dans beaucoup de salles, ce qui est quand même dommage de priver le public français d'autant de sorties et de films. Warfare étant un exemple, en effet, moi personnellement j'aime bien Alex Garland et je trouve que c'est une bonne proposition de cinéma, un peu à l'image de La Chute du Faucon Noir à son époque, et c'est dommage de devoir se contenter de le voir chez soi sur une plateforme. Euh, voilà, donc une année, même en termes de cinéma pur, je trouve assez moyenne. Il n'y a pas de grands films, j'ai attendu vraiment la toute fin de l'année avant d'avoir un top complet, mais parce que je suis allé chercher vraiment dans des sorties un peu internationales qui sont même pas forcément sorties en France, pour trouver des films vraiment intéressants et de qualité. Je trouve que c'est une année globalement très mitigée en termes de production cinéma. Bah, je vais vous rejoindre un petit peu parce que on en avait discuté en off avec d'autres gens, et moi je trouvais que c'était l'année 2025, une année qui était quand même peut-être à mes yeux la plus faible depuis le Covid. C'est-à-dire que effectivement il m'a fallu quand même pas mal de temps avant d'avoir un top 10 qui ressemble un petit peu à quelque chose. Parce que pendant le premier semestre, je dirais même jusqu'à un peu la fin de l'été, en fait, j'avais vu beaucoup de films qui m'avaient plu, mais j'avais presque envie de dire que c'était des petits films qui m'avaient plu comme ça. Je trouvais ça sympa, mais je trouvais que ça n'avait pas on va dire, des films qui avaient la grandeur d'être dans un top quelconque, ou du moins qui m'avaient pas forcément ému, qui m'avaient pas forcément touché, comme certains films des années précédentes qui m'avaient quasiment instantanément touché. Je me rappelle, je crois que c'était en 2022 ou 2023, j'avais vu un film qui s'appelait La Montagne de Thomas Salvador qui m'avait plu. Le film, je l'avais vu mi-janvier, et le truc, je savais qu'il serait encore dans mon top à la fin parce que ça m'avait vraiment profondément touché. Et là, en fait, le seul film qui m'avait profondément touché, et donc je savais qu'il finirait dans mon top 10, et en l'occurrence c'est aussi mon top 1, c'est Les Feux Sauvages de Jiazanke, donc que j'ai vu au tout début de l'année. Et à part ça, il m'a fallu quand même pas mal de temps avant de voir d'autres films. Et à partir de fin août, début septembre, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de sorties intéressantes, mais c'est vrai que du point de vue du cinéma américain, c'est quand même assez faible. Enfin, j'ai trouvé que c'était une année assez faible. Il y a des grands films qui m'ont plu. Moi qui suis pas un grand fan par exemple de Paul Thomas Anderson, son dernier film m'a beaucoup plu. Moi j'aime beaucoup la saga Avatar, donc le dernier film m'a beaucoup plu. Mais après, dans le cinéma américain, c'est vrai que j'en ai pas ressorti grand chose. Contrairement à toi, contrairement à vous deux, j'ai pas vu énormément de sorties plateforme. Alex Garland, c'est un réalisateur qui m'intéresse pas des masses, donc Warfare, je l'ai pas regardé. Les autres films que tu as cités, Thomas, comme le After the Hunt ou Ella McKay, etc. Bon, Ella McKay n'est pas sorti sur une plateforme, mais je les ai pas vus. Et les rares films que j'ai regardés sur plateforme, par exemple Frankenstein, ça m'a beaucoup déçu. Donc, ouais, c'est vrai que du point de vue du cinéma américain, c'est une année cinéma vraiment, à mes yeux, en demi-teinte. Vraiment, vraiment pas incroyable. Ça représente un petit peu ce que je pense du cinéma américain quand même depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il est vraiment sur une pente descendante assez inquiétante, et quand tu n'as pas plusieurs grands réalisateurs qui sortent un film pour essayer de tenir un petit peu le cinéma à bout de bras, et effectivement c'est déjà plus compliqué. Et même ces réalisateurs-là se retrouvent souvent, je pense à Scorsese par exemple, se retrouvent sur des plateformes. Donc c'est un peu... Bon, Scorsese, son dernier film a eu droit à une sortie en salle, mais ça reste quand même Apple TV qui avait acheté son film. Donc voilà, c'est un cinéma américain toujours un petit peu compliqué à mes yeux. Je pense que si je devais citer le film américain qui m'a le plus plu cette année, effectivement, c'est le film de Paul Thomas Anderson. Petite aussi, à titre personnel, mention honorable aux deux films de Soderbergh. J'ai beaucoup aimé et Black Bag et Présence, qui sont vraiment deux films qui m'ont beaucoup plu, et j'en parle parce qu'ils ne seront pas dans mes tops. J'ai beaucoup aimé aussi Eddington d'Ari Aster. Alors, je sais que toi, Arthur, t'aimes pas trop Ari Aster. Je sais pas si t'as vu Eddington, mais moi j'avais beaucoup aimé. Et contre toute attente, j'ai beaucoup aimé aussi Running Man d'Edgar Wright, qui est un réalisateur qui me lassait de plus en plus en fait au fil du temps, et puis il s'avère que j'ai énormément accroché à son dernier, et ça m'a beaucoup plu. Pour le coup, j'ai pu le voir au cinéma. Mais effectivement, ouais, beaucoup de films qui sont pas sortis.
ici en France, ou même ailleurs sans doute, mais ici en France, pas sorti. Je crois, il me semble, qu'il y a aussi la politique de... Alors je vais dire A24, hein, ça se dit A24 je suppose, mais A24 a une politique assez compliquée en fait avec les films, des films qu'ils vendent très cher, si j'ai bien compris. Et donc pour les avoir en France, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement il faut mettre un petit peu plus d'argent au bout. Et quand on n'est pas certain du résultat à la fin d'un point de vue rentabilité, je peux comprendre que les distributeurs français et les exploitants n'aient pas forcément envie de se mouiller outre mesure sur des films qui ne sont pas forcément très vendeurs. Ah, par exemple, je sais qu'en films A24 qui sont sortis cette année, on a eu par exemple The Smashing Machine, où tu te dis que bon, derrière c'est quand même Dwayne Johnson à l'affiche, peut-être que les cinémas se sont dit voilà c'est sur la MMA machin, peut-être que ça marchera peut-être un peu plus, etc. Et il y a Marty Supreme, donc l'autre film des frères Safdie, enfin de l'autre Safdie, qui sort en France avec un peu de retard, mais qui va quand même sortir en France au cinéma, avec Timothée Chalamet à l'affiche, donc pareil ça reste quand même peut-être une tête qui fait venir les gens dans les salles, mais à part ça, oui, et ça, à 24, c'est un problème depuis assez longtemps, qu'effectivement, ils vendent leurs films assez cher, et qu'en France, ils peuvent pas se permettre de payer des films ce prix-là pour éventuellement peut-être faire d'énormes fours au box-office ou en entrée-salle, et puis du coup, les films soit finissent sur des plateformes, soit sont diffusés très longtemps après, mais des fois, les gens les ont déjà vus parce qu'ils les ont piratés ou quoi que ce soit. Donc voilà, après... parce qu'il me semble que After the Hunt est un film à 24. Alors là, je dis ça vraiment de mémoire, et si c'est pas le cas, j'en suis désolé, j'ai dit une erreur. Mais ça peut être une explication rapide, disons, de la situation de ces films-là, sachant que, comme vous l'avez dit, en parallèle, on a toujours les éternels gros films un peu nazes qui continuent de sortir. On se demande un petit peu... pourquoi les gens continuent de faire ces films-là, pourquoi ça continue de sortir. Moi, je l'ai pas vu, par exemple, mais des films comme Souviens-toi l'été dernier, le remake, pourquoi c'était déjà pas bien avant, pourquoi faire un remake de ce truc-là? Je crois que ça n'a pas très très bien marché. Après, les films d'horreur, c'est différent, ça coûte souvent pas grand-chose, et mine de rien, les gens se déplacent, donc c'est quand même très rentable. Mais en France, bon, c'est vrai bon, c'est un peu compliqué. Le film d'horreur marche toujours très bien, hein. Mine de rien, à son échelle, j'entends. Je dis pas que ça fait 4 millions d'entrées, mais à son échelle, ça marche toujours très bien, ça coûte pas grand chose. Donc effectivement, je comprends que ça soit diffusé en salle, mais bon, c'est un petit peu dommage qu'on privilégie. C'est logique, on vit dans un monde capitaliste, mais qu'on privilégie forcément la rentabilité à la qualité. Bon, c'est vrai qu'on peut reprocher ça. Après, malheureusement, on va pas reprocher à des cinémas d'essayer de gagner de l'argent. C'est déjà assez compliqué comme ça, donc effectivement ils vont pas non plus se tirer une balle dans le pied. Bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Est-ce que vous voulez par exemple parler de l'année cinéma en dehors des États-Unis? Alors pour toi Thomas, c'est peut-être un peu compliqué, toi qui vis aux États-Unis, peut-être que forcément ça tourne énormément autour, mais est-ce que tu as vu d'autres films, d'autres nationalités qui t'ont particulièrement plu, qui seront pas dans ton top ou pas du tout, ou... Voilà. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur les films hors US? Écoute, si j'en vois un comme ici, les films qui sortent, c'est soit donc les films américains, soit les films qui font un peu le buzz dans les festivals et qui sont présélectionnés, on va dire, pour les Oscars ou ce genre de cérémonie. Voilà, donc j'en vois, et ce qui montre l'importance de ces cérémonies justement, puisque quand on a des films comme Sentimental Value ou C'était juste un accident ou L'agent secret, etc., c'est des films qui sont donc enfin pas faits pour les cérémonies, mais qui ont séduit dans les festivals et qui donc ont ce buzz à Oscar, on va dire, et donc ils doivent sortir dans les cinémas américains, et ça montre un peu l'intérêt de ce genre de cérémonie parce que ça permet justement au public américain de nous faire voir ces films-là que s'il n'y avait pas les Oscars, on ne verrait jamais. Donc, il y a vraiment voilà, une production internationale qui est toujours de qualité. Et cette année, moi, j'ai quand même 2 films brésiliens que j'ai beaucoup aimés. Donc voilà, c'est peut-être le pays qui m'a le plus... Enfin, j'ai pas vu d'autres films brésiliens, tu me diras, de cette année-là, mais il se trouve que là, pour moi, ça a été les 2 films brésiliens que j'ai vus, c'est 2 films que j'ai adorés, donc c'est un 100%... 100% de réussite pour moi. Donc si je devais donner un petit 20 sur 20 à un pays cette année, ce serait le Brésil pour moi. Voilà.
D'accord. Et toi, Arthur, toi qui pour le coup est plutôt très axé cinéma indien, qu'est-ce que vas-y. Je vais juste rajouter 2-3 trucs sur ce que tu as dit. Et la Mackay, je crois qu'il n'y a pas de date en France, par exemple. Donc, on a aussi le décalage des fois avec les sorties en fonction des pays. De ce que j'avais cru voir, en tout cas, j'en avais parlé rapidement avec quelqu'un. Je crois qu'il doit sortir en France, mais il n'y a pas de date pour le moment, parce qu'il n'y a pas de distributeur, donc même pas sur des plateformes. Donc, ça se trouve, on en parlera en 2026 parce qu'il va sortir. Mais oui, en effet, ça reste quand même un film de 2025, en tout cas pour les États-Unis et du point de vue de Thomas. Mais c'est vrai que nous, il n'y a pas de date, il n'y a pas de distributeur pour le moment, de ce que j'avais compris. Donc il y a pas mal de films aussi des fois où il y a ce petit décalage dans les sorties. Qui peut, tu l'as dit un petit peu, mais c'est vrai que pour Elam Mackay, j'avais vu ça. Donc c'est un peu dommage aussi des fois d'avoir ce tel décalage pour des grosses productions, parce que comme le disait Thomas, ça reste comme un réalisateur qui avait rien fait depuis longtemps et qui est quand même assez apprécié des cinéphiles. C'est dommage de ne pas le voir. Même chose pour moi qui fait partie de mon top aussi, le dernier Al Hartley, que je me suis permis de mettre dans mon top. C'est quand même un réalisateur qui plaît énormément auprès des cinéphiles, qui n'avait pas fait grand chose en tout cas de mémorable ou de vraiment visible depuis des années, et qui là sort un nouveau film cette année. Et pareil, aucun distributeur en France. Je suis même pas sûr que ça sortira un jour sur une plateforme. Bon. Et de fait, on les voit par d'autres moyens, malheureusement, bien avant qu'ils puissent sortir en salle, parce que les distributeurs, je veux bien, c'est un métier difficile, mais font pas des fois toujours, ne permettent pas toujours de voir ce genre de film en salle. Sinon, moi du coup, oui, je me suis tourné comme un peu tous les ans vers le cinéma indien avec quelques bonnes productions. Les blockbusters sont, je trouve, en Inde de pire en pire. Ils sont vraiment devenus la caricature de ce que tout le monde peut critiquer et reprocher à Bollywood depuis une quarantaine d'années, une trentaine d'années surtout, c'est-à-dire naïf, relativement hideux et pas très intéressant. Ce qui est franchement dommage parce que j'aime bien toujours aller voir un peu de ce côté-là. Par contre, dans le cinéma d'auteur, si on fouille un petit peu, on trouve quand même toujours 2-3 films intéressants, comme les deux que je présenterai un peu plus tard, mais qui sont toujours pas trop mal et plutôt intéressants. Même si ça m'a moins emballé que les années précédentes, quand même si on a 2 dans mon top contre 1 l'année dernière, ou 2, je sais plus. Et j'ai pas eu le temps de tout voir non plus. Pour reprendre ce que tu as dit sur le fait de se donner les moyens de regarder des films autrement, je tiens quand même à préciser que c'est un argument important. On va crever l'abcès, on va pas tourner autour du pot quand on dit autrement. On sous-entend via téléchargement, disons illégal, puisque de fait on va trouver des torrents et des téléchargements, bref, voilà, on va trouver les fichiers autrement. Maintenant, c'est vrai que la notion de téléchargement illégal est un petit peu floue pour ce genre de film à mes yeux, puisque, je veux dire, à partir du moment où le film n'a pas de distributeur, n'est en fait pas diffusé en France, n'a pas de visibilité quelconque, je veux dire, c'est illégal, d'accord, mais à qui cela cause-t-il du tort pour nous de regarder ces films-là? Puisque de toute façon, personne compte se faire de l'argent dessus, donc finalement, voilà, ça pose question, parce que je sais que le piratage, le téléchargement illégal est toujours un petit peu ce brouillard un petit peu qui entoure la cinéphilie. Je pense que tout le monde le pratique, tout le monde le fait. C'est quand même une pratique qui, en plus, est d'une simplicité absolument presque terrifiante. Je veux dire, on peut trouver un film en téléchargement illégal à peu près aussi facilement que de le regarder sur une plateforme ou sur un DVD ou sur un Blu-ray ou peu importe. Donc effectivement, c'est vraiment une pratique qui est très très répandue et qui est aussi l'occasion, parce que on va pas se mentir, de partager des films. C'est-à-dire que moi je vois souvent des gens qui se partagent des fichiers et qui, avec ça, permettent d'en discuter et éventuellement du coup de faire un petit peu de, entre guillemets, publicité pour le film, pour que d'autres puissent le voir. Je me permets d'en parler parce que je sais que c'est un sujet qui est assez brûlant, c'est quelque chose dont les gens seront pas forcément d'accord, et il y en aura forcément qui, j'ai envie de dire, par pétition de principe, seront contre. Mais encore une fois, je veux dire, toi, tu as vu des films qui n'ont pas de distributeur en France et qui n'en auront peut-être jamais. Donc, à qui cela peut-il causer du tort de regarder ces choses-là? Alors après, on pourra aussi rétorquer, ok, mais peut-être que, j'en sais rien, Carlotta va acheter les droits dans 10 ans et diffuser les... Ouais, ok, mais je dis, on va attendre 10 ans du coup pour regarder un film parce que personne daigne les prendre là comme ça à l'instant T. Enfin, je peux comprendre aussi que...
Enfin, c'est même pas un côté du on n'a pas envie d'attendre, c'est que là on parle de potentiellement un jour quelqu'un rachètera ces trucs-là pour qu'on puisse les voir. Enfin, bon voilà, je veux dire, c'est même pas de l'attente, c'est-à-dire que c'est déjà on nous dirait qu'il faut attendre 10 ans, je pense qu'on le ferait pas, parce que quand bien même il faut pas être impatient, machin truc, je veux dire, faut pas déconner non plus, mais là c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un flou total et absolu, c'est-à-dire qu'on sait pas du tout si un jour ces films-là sortiront ici, donc il faut quand même savoir, il faut quand même dire que le téléchargement illégal permet aussi de voir ces films-là qui n'ont aucune visibilité en France, autrement que de cette manière-là. Après, effectivement, bon, après il y a aussi tout un rapport pécuniaire à tout ça, mais je soutiens pas le téléchargement illégal, notamment pour des petits films, pour des petits distributeurs qui sont en galère, qui sont machin chose, parce que c'est voilà, évidemment c'est leur tirer une balle dans le pied, et malheureusement beaucoup de ces distributeurs, beaucoup de ces petites entreprises, galèrent déjà à survivre, donc si en plus on fait la promotion du téléchargement illégal pendant qu'ils sortent leurs films et qu'ils essayent de se faire de l'argent dessus, on va dire que c'est un petit peu malvenu. Maintenant, faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent des films, n'ont pas tous les mêmes moyens. Le cinéma, ça reste quelque chose qui coûte cher et qui reste un luxe pour ces gens-là. À partir du moment où ils n'ont pas forcément les moyens d'aller voir des films ou de s'en payer. Donc voilà, c'est un sujet qui est un peu plus compliqué que ce que les gens veulent bien en dire, et qui n'a pas forcément besoin d'avoir des opinions polarisées. À mon sens, c'est pas soit tout blanc, soit tout noir. Je pense qu'il c'est un spectre qui est assez large. Chacun après se place là où il veut dans ce spectre. Mais en tout cas, moi j'en parle là vraiment uniquement pour dire que il y a toute une catégorie de films qui ne sortent pas en France et qu'on ne peut pas voir, et c'est pas que des films pour reprendre le cliché des connards de Twitter, enfin même des connards en règle générale qui disent les films serbo-slovaques des années 30, non, c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a même des films américains qui n'ont pas de date en France, donc bon, voilà, c'est peut-être que Ella McKay va en avoir une à un moment donné dans l'année, parce que comme l'a dit Thomas, la sortie a été annulée suite au four aux États-Unis. La sortie en France a été annulée, donc 2 semaines avant, ça devait sortir en janvier, ça sortira pas. Peut-être que ça sortira plus tard, on sait pas, mais voilà, on n'en sait rien. Donc il y a aussi des films américains qui ne sortent pas. C'est pas juste des films de pays dont on n'a pas l'habitude de regarder du cinéma. Voilà, ceci dit, parenthèse mise à part, on va revenir quand même un petit peu sur l'année 2025, et puis je vais proposer à Thomas de nous faire... Ouais, non, vas-y. Non, juste une dernière chose aussi, il y a autre chose pour moi, il n'y a pas que la distribution et le fait que les films sortent pas, il y a aussi le fait que les films sortent pas partout. Et on est bien placés tous les deux pour le dire, parce qu'on a dû quand même faire 1 heure de route pour aller voir le Kleber Mendoza. Pour le Magellan de Lavdiaz, moi il faut encore que je me tape 1 heure de route si je veux aller le voir. Enfin, c'est régulièrement que les films sortent uniquement dans des grandes villes et pas dans des petites villes. Et pourtant, j'habite pas dans une petite ville, en comptant toute l'agglo, il y a plus de 60 000 habitants, mais le cinéma fait pas l'effort c'est là, si aussi les cinémas font pas l'effort par peur, je sais pas, de pas faire d'argent, mais de sortir les films dans plus de cinéma. Des films qui pourtant fonctionnent, parce que Kleber Mendoza, de ce que j'ai compris, il a fait plus de 200 ou 300 000 entrées. Je pense qu'il pourrait fonctionner même dans des petites villes. Alors bon, il passe finalement dans mon cinéma le mois prochain, mais il y a quand même un gros décalage avec la date de sortie annoncée et le passage possible dans des petites villes. Oui, ça c'est forcément, en France c'est quelque chose qui est assez connu, hein. On sait que en province, comme on dit, les films c'est déjà un peu plus compliqué de les voir, alors quand tu sors des grandes villes, on peut le dire, enfin moi l'Agent Secret, on est allé le voir tous les deux à Orléans, donc effectivement on a fait un peu de route pour aller le voir, parce que il y a que dans les grandes villes que le film est diffusé. Alors l'Agent Secret effectivement est diffusé maintenant dans des petites villes, mais enfin un mois et demi après, donc comment on peut deviner que le film va être diffusé dans ces cinémas là, en plus s'ils en parlent pas, nous on anticipe, on se dit qu'on va aller le voir dans un cinéma parce qu'en fait s'il n'est pas diffusé un mois après, dans le premier cinéma il ne le sera plus un mois après, donc bon voilà, hein, on prend nos dispositions pour aller voir le film. Effectivement c'est un peu compliqué. Après pour des films comme L'Agent Secret ou moi il y a plein d'autres films que j'ai envie de voir, il y a Magellan, tu l'as cité, il y a un autre film qui s'appelle Le Secret de Kabuki, quelque chose comme ça, qui m'intéressait, un film japonais. Après on peut se dire aussi que ces films là à un moment donné auront une sortie VOD ou une sortie Blu-ray, donc tu peux quand même voir le film sans forcément le pirater, en étant un chouïa patient. Bon, voilà, et mine de rien, acheter un Blu-ray, ça aide aussi le distributeur. Donc,
l'un dans l'autre, il n'y a pas que la sortie cinéma qui compte, mais je suis d'accord avec toi sur le principe. Pour regarder un film au cinéma, c'est très compliqué quand on n'habite pas dans une grande ville. Même quand on habite dans une ville moyenne, j'ai envie de dire, et ben parfois c'est parfois assez compliqué aussi, et c'est dommage parce que effectivement, pour le coup, l'Agent secret, on en parle pas mal depuis tout à l'heure, il a quand même en France pas trop mal marché, hein, pour un film brésilien qui dure presque 3 heures, ça a quand même plutôt pas trop mal marché, donc c'est un peu dommage que certains cinémas aient pas pris un peu plus de risques. Maintenant, bon bah voilà, hein, c'est le jeu, on sait très bien que ça fonctionne comme ça, et puis après l'Agent secret sorti en même temps qu'Avatar qui occupe la moitié des séances de la journée, donc voilà, c'est pareil, hein, les cinémas ils savent que Avatar va tout remplir et que ça va leur faire leur chiffre d'affaires de l'année, donc après tout, on peut pas trop non plus leur en vouloir, mais effectivement, tu as complètement raison, en France la cartographie de diffusion n'est pas toujours optimale, et si tu habites un peu trop loin d'une grande ville, eh ben, c'est vite un peu pénible, et puis effectivement déjà ne serait-ce que taper 1 heure de route pour voir un film, c'est un peu chiant, donc c'est vrai que des fois tu fais l'effort quand le film t'intéresse particulièrement, puis quand le film t'intéresse un chouïa moins, t'y vas un peu plus à reculons, voire t'y vas pas du tout, puis tu te dis que tu vas télécharger le film parce qu'en plus t'as peut-être pas forcément envie d'acheter le Blu-ray, bon après ça c'est, ou t'as peut-être pas les moyens de t'acheter un Blu-ray, bon après c'est pareil, hein, s'il faut s'acheter les Blu-ray de tous les films qu'on a envie de voir, ça peut coûter vite assez cher, après il y a la VOD qui coûte un petit peu moins cher, bon voilà, il y a encore une fois l'aspect pécunier, et quand dans l'aspect pécunier tu dois rajouter de l'essence ou du train pour aller voir un film, c'est vite un peu compliqué. Donc, mais oui, c'est un rappel qui est important, et il faut souligner que c'est toujours un peu dommage de devoir faire de la route, énormément de route, parfois, pour aller voir des films, parce que voilà, dans les cinémas de petites villes s'occupent essentiellement à diffuser des grosses comédies françaises, qui d'ailleurs ne marchent pas forcément, hein, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va diffuser une comédie française en partant du principe en espérant que ça cartonne aussi bien qu'un petit truc en plus, mais il faut quand même dire que cette année, les comédies françaises, il y en a pas mal qui ont flop, il n'y a que Les Tuches qui a marché, mais parce que je pense que ça s'appelle Les Tuches, sinon il n'y en a pas tant que ça des films, hein, d'ailleurs je crois que dans le top des films qui ont fait le plus d'entrées, il y a des films comme le dernier film de Cédric Jiménez, là, Chien 51, alors ça reste un film pas très rentable vis-à-vis de son budget, mais il a quand même fait 1 300 000 entrées, ce qui est loin d'être dégueulasse pour un film, c'est un film de science-fiction, il n'y a pas tant de comédies françaises que ça qui se situent dans les millionnaires de l'année, comme on dit, mais bon voilà, c'est le jeu, malheureusement, il faut faire avec, on sait très bien que c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà. Attends, juste avant que de passer à mon top, si ça peut vous donner une image aussi de ce qui se passe ici, c'est exactement la même chose, en pire entre guillemets, puisque donc moi par exemple je vis à Miami Beach et il y a 100 000 habitants, tu vois, c'est pas la même ville que Miami, il y a 100 000 habitants et ils ont fermé cette année-là le dernier cinéma qui restait, donc je vis dans une ville de 100 000 habitants, ce qui est quand même pas mal, avec aucun cinéma à part un cinéma d'arrêt d'essai qui a une salle qui diffuse un film par jour, quoi, si tu veux. Donc voilà. Et donc maintenant, je suis obligé de prendre le bus pour aller à Miami, et donc je me tape 30, 45 minutes de bus à chaque fois que je vais aller voir un film en fonction du trafic. Donc on en est à un point où vraiment là les cinémas ferment, et même à Miami, qui est donc une ville avec des millions d'habitants, il n'y a pas tant de cinémas que ça en fait. Il y a quelques gros multiplex bien sûr, mais il y en a beaucoup moins que dans une ville. Moi, quand je vivais en France, je vivais dans une ville de quoi, genre 70-80 000 habitants, et je pense qu'il y avait presque autant de cinéma, entre guillemets, que dans une ville comme Miami, ce qui me semble incroyable, quoi. Voilà. Ouais, effectivement. Je vais quand même du coup citer, parce que il y a 5 films qui ont dépassé le million, 5 films français. Alors je disais qu'il n'y avait pas tant de comédie, mais finalement, bon, le premier, donc c'est God Save the Tuche, hein, le dernier film des Tuches, qui avait accumulé à peu près 3 millions d'entrées. Le deuxième, c'est Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Alors si j'ai bien compris, c'est pas du tout une comédie, c'est un film avec Jonathan Cohen, et je sais plus qui d'autre joue dans ce film-là. Il y a une autre actrice, mais qui est Leila Bekti, et elle joue la maman de Jonathan Cohen qui est handicapée en fait, enfin qui a la polio, quelque chose comme ça quand il est jeune. Non, c'est pas je crois pas que ce soit la polio, c'est bref, je sais plus. Il a une maladie à la jambe, je crois, je sais plus. Ouais, mais c'est l'histoire il me semble que c'est un journaliste qui a écrit un livre, et le film est une adaptation de ce livre-là. C'est un film qui a plutôt bien marché en France, 1 500 000, ce qui est plutôt bien.
Il y a Un ours dans le Jura de Franck Dubosc qui est pareil. Alors c'est une comédie un peu noire. Alors on l'a beaucoup à l'époque comparé à Fargo. C'est une comparaison qui est un peu audacieuse. Je pense que c'est uniquement parce que ça se passe dans la neige. C'est des personnages qui sont un peu concons et puis on est entre le drame et la comédie. À titre perso, j'avais trouvé ça sympa, même si j'ai trouvé que le film s'essoufflait un petit peu. Mais disons que c'est pas une comédie pure. Il y a Chien 51 que j'ai cité tout à l'heure, donc du coup de Cédric Jiménez, qui n'est pas du tout une comédie. Le 5e film, c'est, et ça m'étouffe de le dire, le 2e volet de Kaamelott, qui n'est pas une comédie parce que Kaamelott c'est pas drôle, mais mais bon, si, c'est une comédie. Et je viens de lire à l'instant qu'il y a un 6e film qui vient de, donc ça s'est passé hier, hein, qui vient de dépasser le million, qui est sorti en 2025, mais qui vient de dépasser le million. C'est Chasse gardée 2, qui lui pour le coup fait partie de ces catégories que j'appellerais les grosses comédies françaises débiles. Voilà, Chasse gardée, vous savez, c'est le film avec Didier Bourdon, là, de toute façon il tourne dans un film, une comédie française sur deux, mais voilà, ça me donne pas envie, mais voilà. Pour dire qu'il y a que 6 films français qui ont dépassé le million, ce qui est pas beaucoup, et sur ces films-là, il n'y a que, entre guillemets, 3 comédies. Bon, c'est quand même beaucoup moins que d'habitude. Je sais pas trop si c'est encourageant ou pas, parce que c'est vrai que d'habitude les comédies françaises, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste un peu les locomotives des cinémas. L'année dernière, un petit truc en plus avait fait un carton, le carton que vous connaissez, donc effectivement, bon, c'est pas c'est une situation en France qui est un peu différente, et puis surtout c'est le dernier film des Tuches, c'est le seul qui s'inscrit dans le top 10 des films ayant réalisé le plus d'entrées cette année, en 2025 en France. Les 3 premières places étant occupées par des films Disney. De mémoire, dans l'ordre, c'est Zootopie, donc le 2, Avatar 3 et Lilo et Stitch. Donc 3 films Disney, et puis après je me rappelle plus exactement de l'ordre, mais de mémoire il doit y avoir Jurassic World, il doit y avoir le film F1, il doit y avoir Mission Impossible, enfin voilà, que des films US, hein, en gros, pour compléter le top. Donc il n'y a que God Save the Tuche en film français. J'en parle parce que il y a de moins en moins de films français dans les top 10. L'année dernière, il y a eu Monte Cristo et un petit truc en plus qui avait fait un carton et qui du coup s'était retrouvé vraiment très haut. Il y en avait d'autres, des films français. Il me semble que c'est en 2023, on s'est retrouvé pour la première fois dans un top 10 des meilleures entrées sans film français de l'année, ce qui était quand même la première fois depuis très longtemps, ou la première fois tout court, je ne sais plus, mais bon, c'était assez particulier pour que ça soit souligné. Là cette année, il faut Jean-Paul Rouve, Jean-Paul Rouve, pas que, voilà, il faut tous les Tuches, Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Pierre Lotin, etc., pour réussir à avoir un film français dans le top 10. Et quand on voit ce qui va sortir l'année prochaine, je sais pas trop si on peut être optimiste, mais bon voilà, je pense qu'on va pas s'éterniser sur la situation en France, et en tout cas ce que tu dis, Thomas, c'est aussi un petit peu les échos qu'on a nous en France de ce qui se passe aux États-Unis, où mine de rien t'as quand même beaucoup de cinémas qui ferment, et puis une situation qui s'aggrave un petit peu aussi pour les cinémas chez vous, quoi. Voilà. Bon, je pense qu'on peut passer au top. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, chef. Oui, ça fait déjà longtemps qu'on parle, en fait, on n'a pas commencé le sujet. C'est vrai qu'on a tout. On parle de l'année 2025 après, c'est ça le sujet. Donc on peut y aller. Thomas, écoute, je vais quand même présenter ce qu'on va faire. Donc on va chacun présenter nos top 10 donc de l'année 2025. On va commencer chacun par citer les films de la 10e à la 6e place, chacun notre tour, puis après on reprendra la parole pour parler des 5 premières places. Et puis voilà. Thomas, je te laisse commencer par ton top 10 à top 6. Ok, écoute, je suis pas vraiment convaincu j'aime tous les films de mon top 10, mais en fait, honnêtement, les films de 10, 9, 8, c'est des films que j'aurais pu mettre ou ne pas mettre, parce que j'ai beaucoup de films qui sont un peu dans ma tête ex aequo. Autant le top 7, voilà, je voulais absolument les mettre, autant voilà, ce 10, 9, 8. Voilà, c'est un peu. Ça aurait pu être d'autres films, etc. Donc je vais les présenter, mais c'est pas forcément mon top 10 exact. Voilà, par exemple, le numéro 10 que j'ai mis, c'est un film de Damian McCarthy qui s'appelle Oddity, et je l'ai mis notamment parce que j'adore les films d'horreur, c'est mon genre préféré, le genre horrifique. Et c'est assez rare, quand même, faut être honnête, qu'il y a des bons films d'horreur. Donc pour le coup, il y en a vraiment un très bon film d'horreur qui est sorti.
D'ailleurs, je crois que moi je l'ai vu au cinéma, mais je crois qu'en France, il n'est pas sorti au cinéma. Je voulais le mettre en avant. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment un film que j'ai trouvé effrayant. C'est rare d'avoir vraiment peur au cinéma dans un film d'horreur. C'est très très rare. Et là, on suit un peu donc le film commence sur une femme qui se fait assassiner dans une scène qui est vraiment incroyablement horrifique. Et ensuite, on suit sa sœur qui est aveugle et qui va faire un peu appel à un médium pour savoir ce qu'il s'est passé. Et ce médium l'utilise comme un gros mannequin de bois. Et honnêtement, le film va tout le temps dans une direction que je n'attends pas, ce qui est encore une fois très rare dans le cinéma d'horreur, parce qu'on est toujours habitué au cinéma. Enfin, on a un peu les codes. Et en plus, ça fait vraiment peur. Donc voilà, c'est mon numéro 10. Euh, je continue. Mon numéro 9, je l'ai mis, c'est Matérialiste de Céline Song. Je l'ai mis parce qu'il s'est tellement fait lyncher par tout le monde que je voulais le défendre encore une fois. Donc on en a fait un petit numéro dessus. Je vais aller très très vite dessus. Moi, ce que j'ai aimé, c'est donc cette histoire de Dakota Johnson qui est une matchmaker new-yorkaise. Et en fait, elle est un peu tiraillée entre l'amour, on va dire, stable et logique avec Pedro Pascal et un amour un peu moins logique avec Chris Evans, bon, qui est quand même un beau gosse incroyable. Donc c'est pas non plus comme si elle avait un choix entre la peste et le choléra, hein, quand même. Mais lui qui est un peu plus roots, etc. Et Céline Song filme comment est-ce que nos relations amoureuses sont devenues des relations consuméristes et où comment en fait on choisit sa femme ou son mari, comme on choisit son nouveau canapé dans le catalogue Ikea. En numéro 8, du coup, j'ai mis un documentaire de Zabou Breitman qui s'appelle Le Garçon. Et en fait, c'est l'histoire ça part d'une photo, en fait, où on regarde une photo, il y a un garçon au centre, on se demande qui est cette photo. Et en fait, à partir de cette simple photo, on va essayer de retracer la vie de cet homme et déjà de le retrouver. Je trouve que c'est un film vraiment qui m'a beaucoup touché, puisque j'aime bien ces films où on voit l'importance de chaque individu et que derrière chaque personne, il y a une histoire. Voilà, et Zabou Breitman, moi, c'est une cinéaste que j'aime plutôt bien. Elle a fait pas mal de films que j'aime bien. Même en tant qu'actrice, je l'aime bien. Voilà, je sais pas si j'ai mis d'autres films français dans mon top. Donc, je voulais mettre un film français, un documentaire que j'ai bien aimé, qui n'a pas vraiment fait beaucoup parler de lui. Voilà, donc je l'ai mis en numéro 19-8, en huitième. Voilà. Et mais là, on va commencer à rentrer dans les films que je n'aurais vraiment pas pu enlever. En numéro 7, j'ai mis Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Moi, Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur que je n'aime pas d'habitude. Je le trouve vraiment beaucoup trop obsédé par sa mise en scène. Vraiment. Qui c'est tout figé pour moi, y a pas de vie qui respire, il y a pas d'émotion, etc. À part peut-être dans des films comme Punch Drunk Love où justement je trouve qu'il s'autorise plus de liberté. Et là, je trouve que justement, dans Une bataille après l'autre, je l'ai trouvé beaucoup plus libre. Peut-être aussi parce que c'est un film plus accessible, hein, il faut le reconnaître, que je pense il plaît à plus de monde que certains films comme The Master, par exemple. Donc voilà, là, c'est cette histoire de Leonardo DiCaprio, qui est un ancien révolutionnaire, qui maintenant traîne dans sa chambre en pyjama et en peignoir à regarder la télé, et qui élève sa fille Chase Infinity, parce que la mère de Chase Infinity a disparu, elle est morte. Je vous laisserai découvrir le film pour ceux qui l'ont pas vu. Et on a cet incroyable Sean Penn qui est vraiment le mec réactionnaire de droite, extrême droite à fond, qui veut absolument retrouver Leonardo DiCaprio et sa fille. Et il joue un rôle de méchant terrible à la limite de la caricature, mais en même temps, on sait que voilà, les États-Unis, ben, il y a des gens comme ça qui existent, hein, donc c'est pas vraiment non plus une caricature. C'est un film absolument incroyable qui dure 2h42, mais qui passe vraiment. J'aime pas dire cette expression, mais genre, mais ça passe tout seul. C'est vrai, on ne voit pas le temps passer, quoi. En numéro 6, j'ai mis mon premier film brésilien, c'est Je suis toujours là de Walter Salles. Et pourtant, Walter Salles, c'est pas toujours un réalisateur qui me plaît. Je n'étais pas vraiment fan, notamment de son adaptation de Sur la route de Kerouac, qui est en plus quasiment mon film préféré, qu'il avait un peu massacré. Pas massacré, mais pas très bien réussi. Donc j'en attendais pas grand-chose. Et il avait fait un petit peu le buzz ici aux États-Unis parce que Fernanda Torres, elle enchaînait un peu tous les prix, elle avait gagné le Golden Globes, etc. Et donc je suis allé le voir, et c'est vrai que c'est cette plongée dans la dictature militaire du Brésil. Et on suit cette histoire vraie, en fait, de cette femme et de son mari et de ses enfants qui un jour vont être tous enlevés par la dictature, enfin par les militaires de la dictature. Et elle va revenir, ses enfants vont revenir, mais son mari ne revient pas. Et donc il y a cette attente
qui commence et puis au bout d'un moment, la vie quand même continue parce que quand on attend une semaine, un mois, un an, 2 ans, etc., la vie reprend et à la fois il y a toujours une personne qui manque et je trouve que c'est un film bouleversant sur la dictature brésilienne que personnellement je ne connais pas beaucoup. C'est-à-dire que dans le cinéma, c'est pas un sujet qu'on va souvent traiter, voilà. Donc je l'ai mis en numéro 6. Voilà pour mon top 10 à 6. Très bien, à titre perso, tu m'as donné envie de voir Oddity. C'est vrai que le cinéma d'horreur, c'est un genre qui me plaît aussi. En tout cas, j'aime bien en regarder. Et puis, la moindre recommandation fait toujours plaisir. Arthur, est-ce que tu veux nous donner ton top 10 à 6? Est-ce qu'on peut rebondir sur les tops des autres? Vas-y. Oui, bien sûr, vas-y. Juste pour revenir, que même chose que pour Thomas, Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur que j'aime pas particulièrement d'habitude parce qu'en effet, trop obsédé par sa mise en scène, par ses beaux plans, etc. À part peut-être Zero Ugly Blood que j'avais bien aimé, qui est pourtant, peut-être pour ceux qui ne l'aiment pas, un de ses pires à la limite. Mais ici, ouais, là, une bataille après l'autre, vu que ça se rapproche plus pour le coup d'une comédie qui se prend peut-être au sérieux, mais un petit peu moins que le reste de son cinéma, il est quand même beaucoup plus sympathique et il aurait pu faire partie de mon top 10 en effet, parce que comme Thomas, les 3-4 derniers peuvent être un petit peu interchangeables. D'ailleurs, je verrai après quand je dirai le mien, 2-3 modifications à la limite que j'aurais pu faire. Voilà, mais c'est tout, c'était pour celui-ci. C'est vrai que c'était intéressant comme Paul Thomas Anderson. Alors, pour revenir sur mon top, alors en 10e place, j'ai choisi, et puis Jordan pourra en parler également, Reflet dans un diamant mort de Hélène Caté et Bruno Forzani. C'est vraiment des cinéastes que j'ai toujours beaucoup appréciés, même si je sais qu'ils sont beaucoup décriés, donc c'est pour ça aussi que je le mets un peu comme Thomas avec un de ses films. C'est parce qu'ils se font un peu défoncer gratuitement, je trouve que j'ai bien envie de les défendre. Ça reste des films qui sont visuellement très intéressants, qui basent peut-être un peu trop tout sur le visuel en effet, mais qui sont vraiment magnifiques d'un point de vue formel et qui donnent tout son ton au film et qui se rapproche presque du cinéma expérimental. Ça c'est vraiment plaisant parce que c'est un genre, le cinéma expérimental, que j'aime beaucoup. On verra, on en reparlera quand on montera dans mon top, parce qu'il y a un autre film un peu très expérimental dedans. C'est pas un film dont je pourrais réellement raconter ce qui se passe. Peut-être Jordan un peu plus que moi. C'est un film où je me laisse vraiment emporter par l'image. Vraiment, pour moi, c'est du cinéma pur. On s'en fout de ce que ça raconte. On s'en fiche un peu de la musique ou des choses comme ça. C'est vraiment purement visuel. L'affiche l'est d'ailleurs, et tous leurs films le sont. C'est des petits bijoux de mise en scène et de montage. Assez fascinant. Donc voilà pour mon numéro 10. Alors en 9, j'avais mis un film indien, mais malheureusement le top que j'ai pris, je l'avais modifié, je l'ai plus en tête. Faudrait que je reprenne, c'est pas le bon que j'ai ouvert. C'est marqué le top 9. Alors je vais comment dire, mal le prononcer certainement. Putulnacher Itikata, c'est ça? Ça te parle? Oui, c'est ça, ouais. Voilà, alors Oui, je sais pas comment ça se dit. Hein. je te laisse reprononcer. En vrai, moi non plus, j'ai cherché un petit peu sur IMDb, parce que j'aime bien le cinéma indien. Je m'étais fait quelques blockbusters qui étaient quand même sortis en France et qui avaient fait un peu le buzz, comme Loka par exemple, qui est un peu le nouveau Marvel indien, c'est-à-dire des films de super-héros. Qui vont faire une énorme saga, c'est-à-dire que je pense qu'ils annoncent dans les prochaines années au moins 5 ou 6 films de cette série Loka. Donc j'ai essayé de chercher quand même sur IMDb un peu d'autres films indiens, un peu plus d'auteurs qui parlaient de ça, et il y a celui-là du coup. Alors pareil, pour en parler plus en détail, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment un film magnifique. Je pense que c'est l'un des plus beaux films formellement que j'ai vu cette année, si on enlève le Reflet dans un diamant noir, dans un diamant mort. Mais c'est vraiment, toutes les images sont magnifiques, il y a des très beaux couchers de soleil. Alors je sais, c'est simple, filmer un coucher de soleil, mais ça rend vraiment bien, et ça va dans le sens de ce travail intérieur que va faire ce médecin dans son village natal, dans lequel il revient après avoir fait ses études en ville. Et c'est vraiment très, très touchant et très beau sur l'introspection et sur cette campagne indienne qui est souvent filmée comme étant sale, détachée des villes ou lointaine, et qui ici est vraiment magnifiée par une très belle photographie. J'aurais pu mettre à la place Miroir numéro 3 de Christian Petzold, dont je parle rapidement parce que Christian Petzold, c'est un de mes réalisateurs allemands préférés de ces dernières années, du nouveau cinéma allemand, enfin de la nouvelle école de Berlin, et qui aurait pu être à sa place. Voilà, c'était un peu interchangeable, mais c'est très bien. Ensuite, en 8e, j'avais Jeunesse, les tourments de Wang Bing. Alors bon, j'aurais pu mettre n'importe lequel des trois, quoique j'ai pas vu le dernier encore, faudrait que je le voie, mais j'aurais pu mettre n'importe lequel des deux premiers, quoique je crois que l'autre est peut-être pas sorti en 2025, le premier, peut-être fin 2024, j'ai un trou.
Mais voilà, très excellent documentaire. De toute façon, Wang Bing, on le présente plus tous les ans. Il fait partie de quasiment tous les tops des grands magazines, des grandes revues de cinéma ou des podcasts. Donc, documentaire sur la jeunesse chinoise qui vit à la campagne et qui travaille dans des grandes usines qui les écrasent, ici pour le textile, et toujours fascinant d'effacement. Enfin, c'est vraiment un réalisateur qui s'efface, un peu comme Wiseman, derrière ce qu'il montre. Donc, pas de voix off, rien du tout, uniquement du cinéma réel en fait de ce qu'il a montré, et ça suffit largement, et c'est vraiment donc fascinant. Bon, faut scoltiner les 10 heures, je crois, des 3 réunis, mais c'est 10 heures assez fascinantes. En 7e, Parthénopée de Sorrentino. Alors on a déjà fait un épisode dessus, donc je ne vais pas parler plus que ça, allez voir l'épisode, mais moi je vais y arriver. Personnellement, voilà, Sorrentino, c'est un réalisateur qui m'a toujours fasciné. Je sais bien qu'il est un peu le penchant encore plus absurde et encore plus peut-être débile pour certains que Fellini. Et pourtant, j'aime pas Fellini, mais j'adore Sorrentino. Donc, il en fait des tonnes, il en fait des caisses. Mais c'est un très beau film, et je vais oser le dire, même un très beau film féministe, malgré l'affiche ou les bandes annonces qui peuvent donner, ou même lui parfois dans ses mises en scène, qui peuvent donner l'impression d'uniquement filmer le corps d'une très jolie femme. Et il va un peu au-delà de ça quand même, et c'est beaucoup plus fin que ce qu'il n'y paraît, comme avait pu l'être à son époque, personnellement, qui est un de mes films préférés, La Grande Bellezza. Ensuite, en 6e, un film que j'ai eu la chance de découvrir en salle, parce qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai découvert en salle malheureusement, vu la ville où j'habite, Little Jaffna de Laurence Vallin, qui est un excellent film en hommage au cinéma tamoul. Donc encore une fois, c'est un film français, mais qui rend hommage au cinéma indien, au cinéma tamoul et sri-lankais. C'est vraiment assez intéressant. C'est un film policier classique, lambda, d'un policier infiltré dans une mafia tamoul à Paris. Tu l'as vu, Jordan? C'est bien tamoul, je me trompe pas. Ça y est, je vais avoir un trou. Oui. Ouais, c'est bien, c'est bien ça. C'est bien tamoul, ouais. Donc dans une mafia tamoul à Paris, et qui va essayer de découvrir comment il détourne de l'argent pour financer la guerre civile. Comment on appelle ça, la guerre civile qui se passe au Sri Lanka. Donc il y a une double lecture qui est assez intéressante, aussi bien ancrée dans le Paris 19e ou 20e arrondissement, où on trouve beaucoup de gens issus de l'immigration, et également donc cette histoire très ancrée dans ces communautés-là, de ce qui s'est passé dans leur pays, de pourquoi ils ont quitté leur pays, ils sont venus en France, et le lien qu'ils entretiennent avec ces pays. Et j'ai trouvé que c'était un film qui perdait un peu son souffle épique du début sur la fin, qui peut être un peu long, qui peut être un peu lourd sur la fin, mais j'ai vraiment passé 2 heures, 1h40 en salle, assez exceptionnel, surtout le début qui rend vraiment référence au cinéma indien bollywoodien, et qui arrive à faire mieux que ce que Bollywood produit depuis, Bollywood ou Tollywood, etc. Enfin, le cinéma indien grand public produit depuis 2-3 ans, et il arrive vraiment à faire mieux avec des ralentis qui sont réussis, et puis surtout utiles en fait, contrairement à ce que Bollywood cherche à faire depuis quelques années. Enfin voilà, très bonne découverte, Little Jaffna. Alors moi, je vais du coup citer également mon top 10 à 6. Alors mon top 10, c'est Left-Handed Girl de Shi Ching-tzu. Alors c'est un film qui est assez que j'avais beaucoup aimé en fait. Ça suit l'histoire d'une famille et essentiellement d'une gamine, donc la left-handed girl, donc la fille gauchère. Alors c'est le titre du film parce que les gauchers sont considérés comme la main du diable ou je sais pas trop quoi. Enfin bon bref, un truc un peu à la con comme d'habitude. Et donc cette gamine là va croire son grand-père qui lui dit un truc comme ça, et va croire que toutes les bêtises qu'elle fait ou toutes les bêtises qui ont lieu vont être la cause du fait qu'elle est gauchère, et donc elle va s'empêcher d'utiliser sa main gauche, etc. Donc c'est un film qui peut être assez mignon parce qu'il y a l'histoire de cette gamine qui est un peu maladroite et c'est assez rigolo, mais c'est aussi pour le coup un portrait générationnel de femmes, c'est-à-dire qu'on va parler de la mère donc de cette gamine, de la sœur de cette gamine, et donc de la gamine, qui représente à peu près 3 générations. Donc on a la mère qui n'est pas très âgée, qui doit avoir une 30aine d'années, peut-être un petit peu plus, la sœur qui est adolescente, et la gamine qui doit avoir 8 ans, 8-9 ans, enfin voilà, les âges on s'en fiche un petit peu, mais c'est vraiment pour parler de 3 générations différentes. Et alors la fille, elle est pas vraiment adolescente, je pense qu'elle est majeure même d'ailleurs, la grande sœur. Et c'est un film qui que j'avais trouvé vraiment
un peu feel good, mais en même temps assez mélancolique. Enfin, c'est vraiment un mélange, c'est assez frais comme film, et c'était vraiment un mélange entre plusieurs sentiments que j'ai ressentis, et en fait ça m'a vraiment beaucoup plu, déjà parce que je trouve que c'est une vraie bonne plongée dans comment dire, dans cette culture-là, dans cette ambiance. J'avais trouvé ça vraiment, vraiment très réussi, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je vous conseille de le regarder, c'était vraiment super. En 9ème, j'ai mis Les Linceuls de David Cronenberg. Contrairement à vous, je ne l'ai pas mis pour le défendre, parce que le film se fait effectivement pas mal défoncer. Je l'ai mis parce que c'est vraiment un film qui me plaît énormément. Tout ce qui tourne autour du discours, autour de la mort, et autour du complot, et de tout ce qui se passe en fait autour de cette histoire du personnage de Vincent Cassel en semi-sosie de Cronenberg, ça m'a énormément plu. Si vous voulez m'entendre beaucoup plus précisément et un petit peu plus dans l'analyse, on a fait un épisode dessus avec, alors je sais plus qui était là pour cet épisode, et j'en suis désolé, je suis sûr qu'il y avait Elric, je sais plus trop si on était plus, mais en tout cas voilà, il y avait Robin aussi. Et voilà, c'était un film que j'ai adoré. Robin aussi, il me semble. Donc Robin qui n'est pas là, mais qui j'ai son top sous les yeux. Ah non, il n'avait pas mis le film de Cronenberg, mais je sais qu'il l'avait beaucoup aimé lors de l'épisode. Il en avait dit beaucoup de bien. Et Elric a mis Les Linceuls également dans son top. Donc voilà, Les Linceuls, un super film de David Cronenberg que j'aime beaucoup. En top 8, j'ai mis Le Chant des Forêts de Vincent Munier. Alors lui, je vais encore moins en parler parce qu'on a sorti un épisode il y a 15 jours avec notre ami Vincent. Le Chant des Forêts, donc le documentaire de Vincent Munier, qui est aussi un photographe, qui avait fait La Panthère des Neiges. Voilà, c'est un superbe film. Je ne vais pas effectivement aller plus loin que ça, puisque on en a parlé il y a 15 jours. L'Agent secret, donc de Kleber Mendonça Filho, que on a un peu évoqué tout à l'heure, que alors bizarrement en sortant de la séance, Arthur pourra confirmer, c'est pas un film qui m'avait profondément bouleversé, mais en fait c'est un film qui mérite un petit peu le temps de la réflexion et le temps peut-être de la digestion, parce que en sortant du film et en y réfléchissant, pour le coup sur le trajet du retour, parce qu'on a eu pas mal de chemin pour rentrer, il a eu le temps de décanter, et effectivement c'est un film très riche, très dense. Ça racontait énormément de choses entre la guerre au Brésil, entre la situation plutôt corrompue du Brésil. Il y a Kleber Mendonça qui s'amuse avec son histoire un peu paranoïaque, mais en même temps on suit aussi des gens tout à fait simples. Il y a tout un pan à un moment donné qui flirte presque avec le Quentin Dupieux de Rubber, avec une histoire de jambes, un truc un peu mi-film d'horreur, mi-truc absurde. C'est presque un film dans le film, et rien que pour ça j'ai trouvé ça vraiment génial. Je trouve que c'est un film surtout d'une maîtrise absolument géniale, et voilà, de toute façon tout le monde en parle de l'Agent secret, et je pense que on reviendra dessus, puisqu'il me semble qu'il est dans le top global de l'Eclipse, dont on parlera à la fin. Mais voilà, L'Agent secret, un super film brésilien, puisque tu parlais des films brésiliens tout à l'heure, Thomas. Et en 6ème, effectivement, comme toi Arthur, Reflet dans un diamant mort, donc de Hélène Caté et Bruno Forzani, un film que j'ai absolument adoré. Comme toi, moi j'aime beaucoup ce duo pour leur expérimentation visuelle et pour surtout leur exagération visuelle, parce que d'habitude j'aime pas quand les films sont à fond là-dessus, le visuel et pas l'expérimental, mais je me comprends, mais chez eux ça va tellement loin que ça finit par prendre. Et celui-ci en plus m'a ému, parce que j'y ai vu aussi tout un message un peu sur la cinéphilie. Ça reste l'histoire d'un homme qui en fait est en train de mourir, il faut le dire. Il est sur sa chaise et il voit une personne et il repense à des événements. Et en fait ces événements, on peut croire au début, ça peut d'ailleurs être une lecture du film, ce sont des événements de sa jeunesse en tant qu'agent secret, en tant qu'espion, parce qu'alors le film, il faut savoir que ce duo de réalisateurs fait un petit peu des hommages au film. Leur premier film, L'étrange couleur des larmes de ton corps, est une sorte d'hommage au Gialli. Laisser bronzer les cadavres est plus un hommage au western, et ici donc on a un hommage au film d'espionnage des années 60-70, presque même plus un film d'espionnage
comment on appelle ça, le genre de l'Eurospy, les films un peu, ne serait-ce qu'italiens, comme Danger Diabolique, des trucs comme ça, où on n'hésite pas à aller dans le kitsch à mort. Il y a beaucoup de séquences un peu kitsch dans Reflet dans un diamant mort. Donc je reviens sur ce que je disais, le mec on pense qu'il se souvient en fait de sa jeunesse en tant qu'agent, etc. Et en fait, plus le film avance, plus on se demande si on n'est pas plutôt en train de voir le fantasme d'un cinéphile, d'un homme qui est en train de mourir, mais qui dans sa tête revoit les films qui lui ont plu dans sa vie et en fait s'imagine une vie où il est acteur de ces films-là. Enfin voilà, j'y ai vraiment vu. Et si ce film était ce que ressent un cinéphile lors des derniers instants de sa vie, c'est-à-dire acteur des films qu'il adore, et j'ai trouvé cette lecture vraiment, vraiment passionnante, et c'est un film que j'ai adoré. De toute façon, j'aime tous les films de ce couple, même de réalisateurs, et voilà, donc c'est mon 6e de l'année, et je vous conseille très fortement Reflet dans un diamant mort, qui effectivement se fait pas mal démonter, mais que j'apprécie tout particulièrement. Donc voilà, je vais faire mon chieur juste 2 secondes. Vas-y. Ils ont fait Amer avant Les larmes de corps, qui est une sorte de parodie d'un film d'horreur, parce que tu as dit que leur premier film c'était La couleur des larmes de ton corps, alors que c'est Amer, leur premier film en 2010, qui est très très bien. Et si vous aimez les films d'horreur, je vous le conseille du coup, surtout à vous deux, du coup, si vous aimez les films d'horreur. Ouais, et non, tu fais bien de le citer, parce que c'est vrai que je l'oublie tout le temps, celui-ci, et c'est le seul des 4 que je n'ai pas vu. Donc effectivement, il faut que je le regarde, et je ne savais pas que c'était un hommage au film d'horreur, donc je ne pouvais pas le citer. Mais merci de l'avoir cité, effectivement, je le regarderai quand j'aurai 5 minutes. Thomas, est-ce que tu veux soit rebondir sur quelque chose qu'on a dit, soit tout simplement poursuivre ton top si jamais ça correspond à ce que tu comptes dire. Je vais continuer si ça vous va. Oui, tout à fait. De 5 à 1 en fait. On complète chacun, on va parler de notre top 5 du coup maintenant. Ok, donc on y va. Numéro 5, je vais pas m'étendre non plus trop longtemps dessus, parce que tu en as parlé il y a juste quelques secondes. C'est L'agent secret de Kleber Mendoza Filho. Comme toi, en fait, j'ai vraiment le même ressenti que quand je suis sorti de la salle. Moi, j'avais aimé, mais peut-être pas le mettre dans mon top 5, top 10. Et en fait, en y repensant, c'est en effet un film très dense sur cet homme qui arrive à Recife, et on sait. En fait, pendant 45 minutes, 50 minutes du film, on est complètement perdu, puisqu'on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il vient faire, quel est son passé, qui sont ces gens avec qui il dort, enfin cette espèce de grand complexe d'appartements où il dort, etc. Et puis le film va vraiment se déployer pour nous montrer toute son ingéniosité. Et puis visuellement c'est magnifique, on le sait que la couleur a tendance à disparaître au cinéma, et bien là je trouve que c'est un récif magnifique avec sa petite coccinelle jaune et les couleurs du carnaval, c'est magnifique à voir. En numéro 4... je me permets juste de te couper pour quand même faire la petite promotion de ton short YouTube que tu as fait sur le film, Oui. Et qui donc est disponible sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Oui, très bien. Et d'ailleurs, si vous voulez continuer à voir des shorts YouTube, vous avez aussi pour mon 4e, je crois, il me semble, qui est Sirat de Oliver Laché. Oui, je l'ai fait, je me rappelle, parce que je savais plus trop comment dire Oliver Laché. Donc c'est Sirat, je pense que tout le monde en a un petit peu entendu parler, mais pour ceux qui ont oublié, c'est cette histoire de père de père qui est donc Sergi Lopez, qui part dans le désert mauritanien, je crois, avec son fils, parce que leur fille, enfin la sœur du petit garçon et la fille de Sergi Lopez a disparu. Et dans ce désert mauritanien, il y a une immense rave party, techno party, enfin je sais pas trop exactement. Et puis les forces de l'ordre interviennent, et à un moment, donc il faut que tout le monde rentre chez soi. Et à un moment, le petit camion de Sergi Lopez décide non pas de suivre le chemin demandé par les policiers, mais de suivre des teufeurs qui vont à une autre fête un peu plus loin, une fête mystérieuse, où il y aurait peut-être donc sa fille. C'est un film qui est non seulement, mais vraiment fascinant visuellement, et fascinant au niveau de son son. On est vraiment comme dans une transe de 1h54, mais en plus de ça, en termes de scénario, c'est un film qui va vous surprendre du début à la fin, et c'est assez rare aussi d'être encore surpris en 2025 au cinéma, et Sirat vous propose ça. En numéro 3, j'ai mis un film qui aurait dû sortir au cinéma si ça n'avait été que moi, et c'est un film qui n'a pas été apprécié globalement, mais moi j'ai vraiment adoré. C'est le nouveau film de Catherine Bigelow, c'est House of Dynamite, et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas plu.
Parce que pour moi, c'est une cinéaste incroyable. Je trouve que Des Mineurs, c'est un très bon film. Je trouve que Zero Dark Thirty, c'est un chef-d'œuvre. Donc, pour moi, chacun de ces films, c'est vraiment c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et House of Dynamite, je le trouve que il est excellent. Alors, oui, on suit 3 fois un peu la même histoire. C'est ce missile qui arrive sur les États-Unis et on a à peu près 25 minutes pour savoir qui l'a tiré. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que il va exploser ou non, ou est-ce qu'il va exploser, etc. Et on le voit de 3 points de vue différents. On le voit un peu du point de vue des gens qui sont dans des bureaux pour essayer justement un peu de les fonctionnaires entre guillemets. Après on a un peu le point de vue militaire et après on a le point de vue du président des États-Unis et je trouve que ça permet de voir différentes strates de la même histoire au lieu de voir une histoire qui aurait fait 1h50 pour le suspense. Le missile va-t-il exploser? C'est clairement pas ça l'histoire et je trouve que il y a eu beaucoup de critiques pour dire oui mais le président on dirait Obama, bon parce qu'il est joué par Idris Elba tout simplement, alors que maintenant c'est Trump. Sauf que si le missile arrivait sur les États-Unis de Trump actuel, on sait très bien que la réponse de Trump, ce serait de contre-attaquer directement. Je veux dire, il n'y aurait pas de suspense là-dessus. Alors que faire un président qui est plus comme un Obama, il y a plus de suspense sur quelle va être sa façon de réagir. Donc je ne comprends pas du tout les critiques au sujet de ce film. En numéro 2, j'ai mis un film qui a été discuté par vous à l'époque, il y a très longtemps, en début d'année 2025, donc je vais pas en parler très longtemps non plus. C'est le Jiazanke, c'est Les Feux Sauvages, et je suis le premier surpris à avoir aimé ce film. Puisque, alors moi je découvre Jiazanke, mais sur le papier c'était vraiment pas un cinéaste pour moi, et je l'ai regardé juste parce que je me suis dit, allez, il est passé à Cannes, Cannes ils prennent quand même souvent des bons films, même si pas que, pourquoi pas, c'est un réalisateur très connu, et bien c'est un film qui m'a fasciné du début jusqu'à la fin, et alors que tout le monde disait il faut avoir vu d'autres Jiazanke pour le comprendre parce que il fait référence à ses anciens films. Et moi, j'ai suivi ce pèlerinage dans la Chine sur 25 ans d'histoire où on voit les mutations de ce pays. Honnêtement, ça m'a fasciné. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que je l'aurais vu un autre jour, ça m'aurait vraiment ennuyé. Mais là, j'ai été vraiment fasciné par ce film pendant 1h50. Voilà. Voilà. Je vois très peu de films chinois, donc ça a peut-être aussi contribué au fait de ce côté un petit peu de découverte de la Chine, de découverte de ce changement de la Chine, et puis voilà, de cette histoire d'hommes et de femmes qui se cherchent, etc. Bref, j'ai beaucoup aimé et j'avais oublié qu'elle était sortie en 2025, donc quand j'ai fait mon top et que j'ai vu ah il y a les feux sauvages que je peux mettre très très haut, je suis très content et il aurait presque pu être numéro 1 si quelques semaines avant la fin de 2025 n'était pas sorti mon numéro 1 et malheureusement il est sorti sur Netflix, c'est Train Dreams qui est donc sorti sur Netflix et c'est une honte puisque c'est un film. Même si on n'aime pas le film, c'est un film d'une beauté visuelle incroyable. Là, par exemple, les directeurs de la photographie américains, ils ont révélé les 5 plus beaux films visuellement, hein, juste visuellement parlant en termes de photographie. Et il y a Train Dreams dans le lot. Donc, pour moi, c'est une aberration qui sorte sur Netflix et pas au cinéma, tant il est magnifique visuellement. Et puis c'est cette histoire d'un homme qui vit au début du XXe siècle et puis qui est bûcheron et puis il a une femme, il lui arrive des ennuis et puis en fait c'est un peu sa vie. Il parle au feu de camp avec ses collègues, il construit un pont. Je vais pas trop en dévoiler, mais en fait c'est un peu sa vie quoi si vous voulez. Et pour moi, ce film, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai rien à voir avec cet homme-là, mais ça a été une flèche dans mon cœur. C'est-à-dire que j'ai été en larmes, alors qu'il n'est pas larmoyant, même s'il lui arrive des drames, mais j'étais en larmes pendant, je sais pas, le film dure 2 heures, j'étais en larmes pendant, non, il dure 1h43, j'étais en larmes pendant 1h42, je pense. Je sais pas pourquoi ça m'a autant parlé, je trouve que ça aborde des sujets sur la place de chacun dans ce monde, comment est-ce que chacun on fait ce qu'on peut pour non seulement vivre malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir en fonction de nos vies, de nos parcours, et aussi comment en fait des moments insignifiants du quotidien peuvent être des grands moments de plaisir et de bonheur. Et puis voilà sur le fait que on cherche tous un peu notre place dans le monde, à trouver des gens avec qui on peut un peu connecter, etc. Je trouve que c'est vraiment un film bouleversant. Je regrette qu'il soit pas sorti au cinéma. Voilà, c'est un film que je trouve magnifique et c'est vraiment un des plus beaux films aussi du 21e siècle pour moi. Donc même si je n'ai pas beaucoup aimé cette année 2025, c'est au moins mon top 1, c'est vraiment un film que j'aime de façon inconditionnelle.
Et Joel Edgerton ou Edgerton, je sais pas trop exactement comment il faut le dire, il est magnifique dans ce film, il est tout en retenue, etc. Et je m'attendais pas à aimer ce film spécialement, puisque c'est le réalisateur qui avait écrit le scénario de Sing Sing. Et Sing Sing, il avait fait le tour un peu des festivals l'année dernière, et tout le monde disait, ah, c'est un chef-d'œuvre, Sing Sing, c'est un chef-d'œuvre. Et moi, j'avais pas spécialement aimé, donc je me disais, bon, c'est pas forcément pour moi ce type de cinéma. Et bien là, en fait, il se trouve que Clint Bentley, parce que je le cite, il a réalisé son film, et voilà, c'est un grand coup de cœur, et je le conseille à tous ceux qui l'ont pas vu. Très bien, c'est très intéressant. Et encore une fois, tu as fait un short YouTube sur le film, ainsi que sur House of Dynamite. Voilà, sur la plupart des films de ton top dont on n'a pas fait d'épisode long. J'étais là pour rectifier un peu le tir de vos errances. Exactement. Des films qu'on n'a pas vus. Train Dream, pour être honnête, je l'ai pas vu. House of Dynamite non plus. Donc Sirat, à l'époque, j'étais le seul à l'avoir vu et personne d'autre voulait en parler. Donc voilà. Arthur, est-ce que tu veux nous faire la fin de ton top avec ton top 5 Je vais faire la fin du mien. Juste avant, je vais conseiller de ne pas voir Sirat, mais ça c'est personnel. Non, mais tu te tais. De toute façon, je vais reparler de Sirat après. Donc, c'est pour rigoler. J'ai pas aimé, mais je comprends qu'il puisse être dans un top, contrairement des fois à d'autres films. Si Train Dream, par contre, il est sorti en France ? Oui, il est sorti sur Netflix. Ok, je vais essayer de le regarder. Du coup, j'avais pas trop regardé ton top, mais là, de ce que tu t'en as parlé, du coup, ça a l'air vraiment super. Je vais essayer de le voir dans la semaine, du coup. Voilà, donc alors la suite de mon top. Alors en 5e position, je l'avais mis un film indien, l'histoire de changer, ça en fait 2 dans le top, voire 3 si on compte Little Jaffna. Songs of Paradise de Danish Renzu, qui est un biopic. Alors oui, on peut ne pas aimer le biopic, mais un biopic sur la première chanteuse femme dans une radio dans le Cachemire, donc le Cachemire qui est une région musulmane de l'Inde et dont les femmes, du coup, en tout cas à l'époque, très, très arriériste et très traditionnelle, donc les femmes n'ont pas le droit d'être à la radio. Et elle, par contre, a une voix incroyable au point qu'un imam la conseille pour la radio du coin et elle finit par gagner un concours qui lui permet d'y chanter. C'est vraiment tout simple, c'est le biopic assez classique mais assez touchant. Et l'avantage, c'est que on n'a pas forcément les défauts de Bollywood de mettre de la musique n'importe quand, étant donné que ça parle d'une musicienne, donc ça chante quand il faut chanter, et ça chante très bien, et c'est vraiment un beau petit film, un beau petit biopic à voir en famille. Voilà, c'est un film Disney en fait, c'est niais et tout, mais bon, bref, non, je sais pas à ce point-là, mais c'est vraiment très sympathique et plutôt prenant, et puis joli également. Dans le cinéma d'auteur indien, un peu de la sorte, je trouve qu'ils ont des photographies de plus en plus belles. Et c'est tout à leur honneur, parce que c'est vrai qu'on a toujours ces clichés de voir quand on voit un film des années 90 indien, de penser qu'il date des années 60. C'est de moins en moins le cas, en tout cas dans ce type de production. Ensuite, en 4e position, j'ai du coup le film de Al Hartley. Alors, je triche un peu parce qu'il est sorti le 13 décembre aux États-Unis. Il n'est pas sorti en France et je ne sais vraiment pas s'il sortira en France. Il dure 1h10. C'est vraiment très court. Ça fait presque téléfilm. Même formellement, ça fait vachement téléfilm, mais c'est, je trouve, l'une des meilleures comédies de l'année. C'est très très drôle donc ça raconte l'histoire d'un réalisateur américain qui décide de faire son testament à 55 ans ou 59 ans, je sais plus, enfin pas loin de la soixantaine, qui fait son testament auprès de son avocat et de son impresario, et tout le monde pense qu'il va mourir et qu'il a un cancer et que du coup sa femme panique, ses fans paniquent, etc. Et il y a beaucoup de quiproquos qui sont vraiment très très drôles. Et puis on retrouve quand même si formellement ça fait un peu penser à un téléfilm, les talents d'Al Hartley qu'on n'avait pas eu, je trouve, depuis longtemps. Enfin moi personnellement, L'incroyable vérité, ça fait partie de mon top 10 all time, donc ouais, je fais des anglicismes. Et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, même si Henry Fool m'avait un peu déçu à l'époque, et donc je vous le conseille fortement s'il sort en salle en France un moment, de le voir. C'est drôle, c'est frais, c'est pas formellement très réussi, mais c'est pas ce qu'on lui demande forcément, c'est juste très très bien écrit et plutôt sympathique. On va changer un peu de registre avec en première ligne de Petra Biondina Volpe, donc un film suisse qui suit une infirmière dans un hôpital dans toute une journée, et qui est vraiment une ode, enfin bref, j'ai du mal à trouver mes mots, qui est vraiment un film magnifique sur un métier décrié et qui se finit par un intertitre assez déprimant. Alors je l'ai plus totalement en tête, mais c'est du style que
dans le monde, d'ici une dizaine d'années, il manquera du genre 10 ou 15 000 infirmières dans les hôpitaux mondiaux parce que plus personne veut faire ce métier, parce qu'il est extrêmement difficile et le film le montre parfaitement bien. On suit cette femme qui est partagée entre quelques clichés, je dis pas, mais un patient riche qui a une grande assurance en Suisse et qui se permet tout et n'importe quoi, comme de commander à 2h du matin des cafés juste pour embêter les infirmières, enfin, et en même temps des patients totalement déconnectés de ce qui peut arriver ou qui accusent totalement l'infirmière du décès de leur mère au point d'être vulgaire, insolent et même agressif envers elle. Enfin bref, la vie classique qui, pour certaines personnes, m'ont dit c'était des gros clichés, mais je pense est la vie quand même quotidienne de ce métier malheureusement souvent oublié ou délaissé ou maltraité dans les hôpitaux publics, aussi bien français que suisses du coup pour cette production-là. Et c'est un très très beau film, presque en temps direct, parce qu'on suit vraiment une seule nuit, ouais c'est pas 24 heures, c'est vraiment une seule nuit du travail d'une infirmière à l'hôpital, et c'est tout aussi fascinant que bouleversant sur ce métier malheureusement pas assez considéré, je trouve, aujourd'hui. Et pour avoir été prof de futures infirmières, c'est vraiment un métier qui leur tient à cœur et qui n'est pas, du coup, je reviens sur le mot que tu m'as donné, merci, assez considéré. En deuxième place, alors un court-métrage, très court, un court-métrage, A Ladder de Scott Barley, que j'ai découvert cette année, et je voulais absolument lui rendre hommage. Parce que c'est absolument magnifique formellement, c'est incroyable ce qu'il peut faire avec. Donc il joue vraiment avec la pellicule, il joue avec ce qu'il filme, etc. C'est absolument magnifique. Et je peux pas vraiment décrire d'histoire ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça dure 8 minutes. Donc je vous conseille de le regarder. Tout est disponible sur son site et sur YouTube. Donc il le met lui-même à disposition. Une claque formelle et émotive par uniquement les images. Donc à voir absolument si vous avez l'occasion et si vous aimez le cinéma expérimental. Et mon top 1, donc ce qui montre que l'année a été quand même incroyable, enfin sans dénigrer du tout le cinéma documentaire. Mon top 1 est un documentaire. En général, j'aime bien avoir des fictions parce que ça prouve qu'un film m'a réellement touché. Là, donc c'est un documentaire, mon top 1. Donc Soundtrack to Coup d'État, dont j'ai eu la chance même d'interviewer le réalisateur Johan Grimonprez. Voilà. Il va gueuler alors que je l'ai interviewé pendant 1 heure et je ne sais pas prononcer son nom de famille. C'est vraiment un documentaire fascinant de 2h30 sur l'implication américaine dans la décolonisation du Congo. Donc un thème qui est peu étudié en France, peu étudié même dans le pays d'origine du réalisateur, donc la Belgique, parce qu'il m'a avoué clairement en interview qu'il n'en avait jamais entendu parler à l'école de cette décolonisation, ce qui montre bien quand même un problème que peuvent avoir les pays occidentaux avec la colonisation de l'Afrique qu'elles ont menée dans les années au 19e siècle, et puis la décolonisation qui a eu lieu à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Quand bien même donc un mix, donc soundtrack comme le nom l'indique, tout coup d'État, c'est-à-dire qu'il se base sur la musique afro-américaine pour traiter en parallèle donc de la décolonisation du Congo. Et le montage est à mes yeux parfait. En fait, on ne peut pas faire mieux dans un montage de documentaire, je le trouve. C'est vraiment fascinant sa manière dont il a de lier les deux. Et je vous le conseille fortement. Alors, il était passé sur Arte, donc je pense qu'il repassera sur Arte au moment où le film sortira ailleurs qu'en salle. Mais c'est vraiment exceptionnel. Très bien. Et puis, du coup, je vais compléter le top. Mon top 10 avec en 5e position, donc tu l'as cité tout à l'heure, Arthur, c'est Partenope de Paolo Sorrentino. Effectivement, j'ai trouvé ça magnifique. Paolo Sorrentino, c'est un réalisateur qui est très décrié, mais moi j'ai à peu près aimé tout ce qu'il a fait. J'ai peut-être un petit peu moins aimé son film La main de Dieu, sorti sur Netflix. Mais voilà, je suis fan de ce qu'il fait. Je suis fan des 2 séries qu'il a fait avec Jude Law. Enfin, c'est la même, hein, l'une est la suite de l'autre, mais voilà, c'est considéré comme 2 mini-séries différentes. J'aime beaucoup son travail, et puis si vous voulez m'entendre beaucoup plus longuement sur le film avec Arthur, nous avons fait un épisode sur Partenope, donc je vous renvoie directement à cet épisode. En 4e position, Sirat d'Oliver Lache. J'ai pas grand chose à dire de plus que Thomas, il a à peu près tout dit tout à l'heure. C'est un film qui est assez entraînant, c'est une vraie transe. Je trouve que le film il est
justement un peu sur ce tempo en fait de la techno. Il y a vraiment quelque chose qui marche très très bien. Moi j'ai été surpris de A à Z, j'adore la techno, donc en plus la bande son m'a vraiment ravi du début à la fin. C'est très surprenant, c'est très touchant. Je peux concevoir que les gens trouvent que le film a un côté profondément gogol dans certaines de ses réflexions, et honnêtement ça me gêne pas de le penser, même si moi perso je le pense pas, et surtout ça me dérange pas, et je pense que c'est peut-être même un peu pour ça que j'aime ce film. Oliver Lache se refuse pas grand chose, et effectivement ça m'a énormément plu, et j'aime bien tout ce côté un petit peu alors je vais prononcer les mots interdits qui ont été prononcés dans chaque critique sur ce film, mais ça m'a beaucoup fait penser et à Sorcerer de Friedkin et à Mad Max, mais voilà, tout ce côté avec les camions qui sortent du désert au tout début avant de rejoindre, au moment où ils quittent la première teuf pour essayer de rejoindre la deuxième, j'ai beaucoup aimé. En troisième position, Résurrection de Bigan. Vous avez dit tout à l'heure que, surtout Thomas, tu as parlé du Brésil. Moi, c'est la Chine, c'est le deuxième film chinois dans mon top. Enfin, c'est le premier, le deuxième va arriver dans 2 places, mais donc Résurrection de Bigan, pareil, je ne vais pas m'étendre, on a sorti un épisode la semaine dernière avec Elric, c'est un film que j'ai trouvé absolument exceptionnel, tout simplement, qui est protéiforme, qui joue avec les genres, qui joue avec les sens, et qui joue avec les genres du cinéma, les époques. Enfin voilà, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Résurrection de Bigan, qu'il faut absolument regarder. En deuxième position, Mektoub My Love Kanto Doué d'Abdelatif Kechiche, qui va faire étouffer Arthur rien qu'en prononçant Abdelatif Kechiche. Mais alors moi, c'est un réalisateur que j'aime bien, que je n'adule pas, mais par contre, dont j'adore Mektoub My Love, premier du nom, qui a été vraiment une expérience, je ne veux pas dire transcendantale, mais presque, en fait, parce que j'ai vraiment, ça m'avait transporté pendant 3 heures. J'étais au cinéma, quand je l'ai vu au cinéma à l'époque, donc c'était en 2018, il me semble que le premier est sorti, et ça a été une expérience absolument fabuleuse de vacances, de gens qui racontent tout et surtout rien. Et il s'y passait pas grand chose. J'avais énormément été déçu de l'annonce de l'annulation de Intermezzo suite au scandale cannois et puis aux différents problèmes de Kechiche, à la fois financier avec sa boîte de prod qui s'est effondrée, et surtout juridique avec toutes ces personnes qui ont porté plainte contre lui pour agression sexuelle. Donc il s'avère que Kechiche, comme beaucoup de gens dans ce milieu, est un salopard, mais bon voilà, malheureusement. Il s'avère que j'aime quand même ces films, surtout Mektoub My Love, et le deuxième du nom n'a pas dérogé à la règle. J'ai retrouvé toute la magie du premier, avec un dernier acte qui change quand même énormément, un film qui est quand même beaucoup plus scénarisé, j'ai envie de dire, que le premier, mais voilà, la magie a réopéré à mes yeux. J'ai adoré replonger dans cet univers. En plus, ça fait vraiment un peu office de capsule temporelle, parce que c'est des rushs qu'il a tourné en même temps que le premier, donc il avait vraiment tourné énormément. À l'époque, il y avait vraiment énormément de rushs. Moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps, apparemment, les monteurs, il leur a fallu 15 jours, 3 semaines pour regarder tous les rushs avant de monter. Enfin, c'était vraiment un truc colossal de Kechiche. Donc, les images que l'on voit maintenant de tous les acteurs ont déjà 6-7 ans. Donc, c'est quand même assez particulier de voir ça. Mais moi, j'ai adoré le film, et je vais pas y revenir, je vais pas en parler trop, parce que nous avons un enregistrement prévu dans les jours à venir, et donc un épisode à sortir prévu sur le film dans les jours et les semaines à venir. Donc voilà, on diffusera cet épisode-là en temps voulu. Et en top 1, je vais pas y passer trop de temps, parce que Thomas l'a évoqué, et surtout nous avons déjà fait également un épisode avec Arthur et Lucas en début d'année, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est Les Feux Sauvages de Jiazanke. Effectivement un film absolument exceptionnel, extraordinaire. Moi, c'est un film qui m'a ébloui. J'ai trouvé ça fou de réussir à faire un film avec des coupes d'autres films, et d'en faire quelque chose qui a un sens, d'en faire quelque chose qui est émouvant. Cette histoire d'une femme, d'abord à la recherche d'un homme, puis en fait tout simplement à la recherche d'elle-même. Enfin, c'est absolument fabuleux. Il récupère donc des rushs à travers
différentes époques de son cinéma, toujours avec la même actrice qui est sa femme, hein. Et il en fait même un dernier acte, lui pour le coup tourné de manière entre guillemets inédite pour clore son film en période Covid, etc. C'est absolument fabuleux. Je vous renvoie encore une fois sur l'épisode qu'on a tourné sur Les Feux Sauvages, mais c'est absolument exceptionnel et c'était mon top 1 pendant très longtemps, et sur la fin j'ai beaucoup hésité avec Mektoub My Love et Résurrection qui honnêtement est mon top 3 absolument imbougeable, mais après les 3 on va dire qu'ils peuvent entre guillemets ils sont interchangeables, hein, vraiment entre guillemets, mais voilà, un film qui m'a énormément plu. Avant de passer au top global, je vais me permettre des petites, ce qu'on appelle mentions honorables. Première mention honorable, Une bataille après l'autre. Vous l'avez cité, Paul Thomas Anderson, j'en ai parlé aussi. Je suis pas un grand fan de son travail comme vous, et j'ai adoré celui-ci que j'ai trouvé drôle, entraînant. Enfin bon, bref, vraiment un super film, Une bataille après l'autre. Les Enfants Rouges, c'est un film tunisien un film franco-tunisien de Lotfi Achour. Ça raconte l'histoire en fait de deux adolescents qui font paître un troupeau en montagne, et le plus âgé se fait tuer et décapiter par des terroristes. Moi, je ne sais plus trop vraiment qui sont ces personnes-là, mais en gros c'est des gens, des extrémistes quoi, et il se fait décapiter, et l'autre enfant doit ramener la tête à sa famille, voilà, c'est un film qui m'a beaucoup bouleversé. C'est un film qui raconte le deuil, qui raconte un peu l'horreur de cette région-là, bouffée par le terrorisme et par la religion extrémiste. Et c'était surtout très beau, et voilà, ça m'a beaucoup plu. Dans les films aussi, Oui, de Nadav Lapid. Donc je ne connais pas le travail de Nadav Lapid en dehors de ce film, mais Oui m'a beaucoup plu. C'est un film en gros qui raconte l'histoire de deux artistes israéliens qui donc vivent un petit peu dans le déni de ce qui se passe à Gaza. Déni qui va rattraper les personnages évidemment, parce que Gaza c'est quand même une situation auquel tu ne peux pas trop échapper, et en gros le film raconte comment on va dire la classe bourgeoise israélienne se comporte face à ce qui se passe à Gaza. Et donc le film pareil est très riche, très dense, va raconter énormément de choses. Il va y avoir toute une séquence justement où ils vont s'approcher de Gaza qui est absolument poignante, et toute la séquence de fin où en fait c'est comme si cet artiste pactisait en fait avec le diable pour créer cette chanson propagandiste absolument immonde avec des chants d'enfants, etc. Un petit peu voilà, c'est un film qui est assez bouleversant. En mention honorable, donc je les ai cités tout à l'heure, Présence et Black Bag de Soderbergh. Le premier pour sa mise en scène assez originale du fait qu'on se retrouve du point de vue d'un fantôme. Le deuxième, c'est un film d'espionnage que j'avais trouvé vraiment très très bien. Également les films de Kiyoshi Kurosawa, on en a fait un épisode tous les trois, je vais être le seul à le citer là tout de suite, mais j'avais adoré les trois, donc je vous renvoie à l'épisode. Un film qu'on n'a pas du tout évoqué, peut-être le seul film d'animation que je vais conseiller cette année, c'est Arco, un film français de Hugo Bienvenu. C'est l'histoire d'un petit personnage, d'un petit garçon en fait qui s'appelle Arco et qui vit dans le futur. Ils ont la capacité de voyager dans le temps, et suite à une erreur de sa part, il finit en 2075 avec, c'est moins dans le futur que son futur à lui, et il rencontre une petite fille de 10 ans, et en gros c'est l'histoire de ce petit garçon qui doit retourner dans son monde mais qui galère. C'est une fable écologique en gros qui est assez belle. Black Dog, un autre film chinois de Guan Yu qui m'a beaucoup plu. Là c'est beaucoup plus dans le social, dans la situation en fait de la Chine par rapport on va dire aux classes un peu plus pauvres, et c'est un film qui est vraiment qui est vraiment bouleversant. Enfin moi ça m'a vraiment ému, et Ce Nouvel An qui n'est jamais arrivé, un film roumain de Bogdan Mureșanu, qui est un film choral, disons, mais où tous les personnages ont un lien assez ténu les uns avec les autres, et ça raconte en gros le jour quand il y a la révolution de 1989 avec la fin de la dictature de Ceausescu. C'est un film assez poignant, et je vous le conseille fortement. Et puis rapidement, des films que j'ai beaucoup aimés.
mais qui sont dans des tops de nos confrères de l'Eclipse, que je vais citer rapidement ici. Donc Bird, donc dans le top 25, top 2025 de Robin, il y a Bird de Andrea Arnold, Arthur ici présent et Lucas en ont fait un épisode au début d'année. Dossier 137 de Dominique Moll, Eddington d'Ari Aster, on en a fait un épisode également. Il a aussi mis Partenopé de Paolo Sorrentino. En 6ème position, Escape for the 21st Century de Li Yang, qui est également un film chinois qui raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents ou d'enfants, d'adolescents qui, suite à un événement quelconque qui a lieu dans le film, se retrouvent à être en capacité d'aller dans le futur en éternuant et donc de voir leur vie future. Et c'est, pour être honnête, c'est assez plaisant. Alors moi j'ai été moins convaincu que certains, mais c'est un film qui est assez plaisant, et j'ai presque envie de dire que c'est ce film là, vous savez, qui avait gagné l'Oscar là, Everything Everywhere All at Once, je sais pas quoi, si c'était un bon film, donc je vous le conseille énormément. En 5, il a mis Le Chant des Forêts de Vincent Munier. En 4, il a mis Résurrection de Bigan. En 3, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. En 2, Tardes de Soledad d'Albert Serra. Si vous voulez entendre Robin sur Tardes de Soledad d'Albert Serra, il a fait un épisode avec Lucas à la sortie du film, donc je vous conseille d'aller l'écouter, c'est un épisode qui est très intéressant. Et en top 1, il a mis Les Feux Sauvages de Jiazanke. Liam, de son côté, a mis en 10e position Partir un jour d'Amélie Bonin, qui avait fait l'ouverture du dernier festival de Cannes. On vous croit de Charlotte Devillé, oui, et Arnaud Dufès, donc il en a parlé rapidement lors de la fin d'un épisode. Il avait conseillé, On vous croit, de mémoire, c'est un documentaire c'est un film sur, en gros, sur les différentes, les agressions, quoi, le fait de croire les gens, et leurs histoires d'agression. Il y a Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni, un film avec Camille Cotin c'est l'histoire d'une femme qui décide de disparaître du jour au lendemain en laissant ses enfants à sa sœur, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. En 7e position, il a mis Frankenstein de Guillermo del Toro, et si vous voulez écouter Liam parler de Frankenstein de Guillermo del Toro, il a fait un épisode avec donc il y avait aussi vous deux, il me semble, Arthur et Thomas, et il y avait Robin ce jour-là. En 6e position, il a mis Avatar de Feu et de Cendre de James Cameron. En 5e position, il a mis L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier, qui raconte l'histoire de celui qui a construit la Grande Arche de la Défense à Paris, donc c'était un Danois, qui est un film hyper intéressant, et qui est vraiment très bien, qui m'avait assez étonné, parce que je ne suis pas un grand fan du cinéma de Stéphane de Moustier, mais ce film-là est vraiment super, et si je peux me permettre, c'est un bien meilleur film sur l'architecture que The Brutalist. Que si on faisait des flops, je pourrais mettre dans un flop de l'année. On avait fait un épisode avec Arthur pour dire à quel point on n'avait pas du tout aimé ce film. En 4e position, Liam a mis Reflet dans un diamant mort, dont on a évoqué plusieurs fois. En 3e position, il a mis Better Man de Michael Grasset. Alors Better Man, c'est un film, en gros c'est une sorte de biopic sur Robin Williams, mais qui est incarné par un singe dans le film. Alors je n'ai pas vu le film, donc je ne dirai pas plus que ça. En 2e position, il a mis 28 ans plus tard de Danny Boyle, que Arthur a détesté, si je ne dis pas de bêtises, mais moi j'avais beaucoup aimé 28 ans plus tard de Danny Boyle. On avait fait un épisode où on revenait sur la donc ça, c'était une trilogie, ça ne l'est plus, puisque le prochain 28 ans plus tard sort là bientôt. D'ailleurs, il sort même dans 4 jours. Mais vous pouvez nous entendre sur ce film avec Elric et moi. Et en première position, il a mis Nino de Pauline Loques. Nino, c'est son top 1. Je me suis pas plus renseigné que ça. Il me semble que c'est sur l'histoire d'un homme qui découvre qu'il a le cancer et il ne sait pas comment l'annoncer aux gens. Apparemment, c'est un film qui est assez touchant. Je laisserai éventuellement Liam en parler un jour en conseil. Et je pense que vous pouvez le lire. Il écrit beaucoup pour un site qui s'appelle Fucking Cinephile. Il me semble que c'est ce groupe-là, et vous pouvez retrouver, je pense, ses critiques sur ce site-là. Je vais citer le top 2025 de Gina, qui nous a rejoint il y a peu de temps dans l'Eclipse.
En numéro 10, elle a mis Superman de James Gunn. En 9e, elle a mis En boucle de Junta Yamaguchi. Alors En boucle, c'est assez rigolo, c'est un film qui est composé pendant je ne sais combien de temps de plans séquences de 2 minutes qui effectivement tournent en boucle. C'est en fait toutes les 2 minutes, c'est un personnage. Enfin, la situation, tous les personnages sont dans une auberge et ils reviennent à leur point de départ toutes les 2 minutes, mais en ayant tous les souvenirs en fait des différentes boucles qui sont avant. Pour être très honnête, j'ai trouvé le concept, le procédé vraiment très fort, très réussi, mais le film m'a personnellement un peu ennuyé, mais je peux comprendre que ça ait plu parce que pour le coup c'est vraiment drôle, c'est assez frais, et c'est vraiment sympathique. C'est un film japonais donc de je sais pas comment on prononce, Junta Yamaguchi. En 8e position, elle a mis A Real Pain de Jesse Eisenberg. En gros, ça raconte l'histoire de 2 frères qui décident de faire une sorte de tour pour revenir sur les traces de leur grand-mère décédée, qui était juive et peut-être de mémoire dans le film déportée, et donc ils veulent faire un tour en passant par Auschwitz, etc., en hommage à cette femme-là pour essayer de se rapprocher d'elle, on va dire spirituellement. En 7e position, Gina a mis Sirat d'Oliver Lachey. En 6e, The Brutalist de Brady Corbet, donc j'ai dit il y a 15 secondes qu'on n'avait pas du tout aimé avec Arthur. En 5e position, elle a mis Eddington d'Ari Aster, que j'ai également adoré. En 4e position, elle a mis Alpha de Julia Ducournau, que je n'ai pas vu personnellement. En 3e, elle a mis Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. En 2, Mektoub My Love, Kanto Doué, et normalement, elle enregistrera l'épisode sur Mektoub My Love avec moi et avec 2 autres invités, donc dans les jours à venir. Et en top 1, elle a mis Tardes de Soledad d'Albert Serra. Je vais également citer le top d'Elric qui aurait dû être là mais qui n'a pas pu venir au dernier moment. Il a mis Mal d'Aurore de Fabrice Duels, je sais pas comment ça se dit, le belge, en 10e position, que je ne connais pas. En 9e position, il a mis The Surfer de Lorcan Finnegan. Alors Lorcan Finnegan, pardon. Alors, il s'avère que j'ai vu le film, c'est un film avec Nicolas Cage, c'est hyper spécial. Honnêtement, je crois que j'ai pas tout compris, mais c'est l'histoire d'un gars. J'ai l'impression qu'il joue une espèce de fou dans le film. C'est une ambiance très très particulière. C'est assez marrant à regarder pour être. Enfin, marrant, je sais pas si c'est pas un film marrant, mais bon, lui il se fait assez maltraiter. On comprend pas trop s'il est fou, si effectivement c'est un personnage qui subit des choses, si on le drogue à son insu. Enfin voilà, c'est assez particulier, mais c'est assez sympa. En 8e position, Elric a mis Eddington d'Ari Aster. En 7e, il a mis 28 ans plus tard de Danny Boyle. En 6e, il a mis Les Linceuls de Cronenberg. En 5e, Cloud de Kiyoshi Kurosawa. En 4e, il a mis le film Chainsaw Man de Tatsuya Yoshihara. Donc Chainsaw Man, c'est un manga puis un animé et ils ont fait un film en 2025. En 3e position, il a mis Baby Invasion de Harmony Korine. Donc Harmony Korine, ça m'a beaucoup moins plu que son Agro Drift, mais ça restait une proposition assez intéressante. On a fait un épisode sur Baby Invasion avec Lucas et donc Elric quand le film est sorti. On vous conseille d'aller le regarder parce que comme d'habitude nous sommes toujours très intéressants sur le film. En 2e position, il a mis Évanoui de Zach Cregger, qui effectivement est un super film. J'ai oublié de le citer tout à l'heure dans les mentions honorables, mais c'est un super film. Évanoui de Zach Cregger, c'est un film d'horreur un peu qui m'a beaucoup plu. Et en premier, il a mis Résurrection de Bigan. Et enfin, on va reciter des films très rapidement, donc on va pas revenir dessus. C'est le top 10 de l'Eclipse par rapport aux différents tops des personnes qui ont participé. Alors, du podcast, oui, vas-y. Parce que tu as fait quelques mentions honorables, on peut en citer quelques-unes aussi. Ah oui, bien sûr, vas-y. Parce que après certains tops aussi calamiteux, non je rigole. non, t'as raison, il y a certains tops calamiteux qu'on ne citera pas, mais les gens se reconnaîtront. Non mais je rigole, mais juste 2-3 mentions honorables parce que c'est vrai qu'il y en a 2-3 que j'avais oublié. Un autre film indien que je vous conseille, Human in the Loop, que j'ai vu cette année et qui aurait pu clairement être dans mon top vu la note que j'ai mise, mais que j'avais un petit peu oublié parce qu'il n'est pas non plus sorti en France, donc je l'avais un peu mis de côté, qui est un film sur la production d'IA, comment l'Inde produit énormément de contenu pour les IA, donc en sélectionnant des images, par exemple à quoi ressemble un cycliste, à quoi ressemble un visage, à quoi ressemble une belle femme indienne, etc., pour permettre à l'IA générative de plus facilement générer ce que les gens leur demandent, et c'est hyper intéressant, hyper touchant. Sur ces gens qui travaillent dans ces entreprises très mal payées. Et je voulais juste aussi Crass, que j'ai eu la chance de voir en séance presse également, qui est
qui est un film britannique qui est sorti cette année en France sur une femme qui, à l'âge adulte, une fois avoir découvert que sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans parce qu'elle a été placée dans une famille d'accueil, est décédée, pète totalement un câble et devient... se renferme dans la crasse, comme le nom l'indique, en fait, en faisant venir des poubelles dans sa chambre. C'est assez beau. Et puis 3 derniers pour finir, 4 vraiment très rapidement. Le Rire et le couteau, parce que Thomas parlait du cinéma brésilien et je pense que ça pourrait lui plaire. Un très beau film brésilien, encore une fois. Portugais, brésilien, mais c'est une double production de Pedro Pinho qui se passe en Afrique et qui est vraiment que j'avais trouvé plutôt sympathique, plutôt intéressant. Cette promenade avec Mark Brown qui apparaît dans le top des cahiers, je crois, ou en tout cas du rédacteur en chef des cahiers, qui est un film documentaire sur un homme qui s'intéresse énormément à la nature. J'ai oublié le nom du métier, je m'en excuse, mais qui est vraiment une ode à la nature, vraiment magnifique. On a une première partie du film, c'est 45 minutes où on le voit se promener dans des jardins, désigner des fleurs, et on voit en fait le tournage du documentaire qu'on voit dans la deuxième partie du film. Donc la deuxième partie du film, c'est les images qu'ils ont filmées, donc les fleurs qu'ils ont filmées, avec son explication de quel type de fleurs on a, si elles sont vouées à disparaître ou pas avec le réchauffement climatique. C'est vraiment assez beau et assez intéressant même dans sa construction. L'épreuve du feu, aussi un film qu'on m'avait conseillé, qui est un film français plutôt sympathique sur la relation amoureuse d'un ancien homme gros devenu un peu sportif qui sort avec une fille qui lui trouve très jolie et qui se retrouve avec ses amis un peu snob de quand il était lycéen et qui critique beaucoup sa petite amie. C'est toute cette histoire qui va se passer et c'est plutôt intéressant. Et puis pour finir, Au rythme de Vera, un film allemand, parce que j'ai pas assez parlé de cinéma allemand, parce qu'en plus de l'Inde, j'aime beaucoup le cinéma allemand. Un film sur une école de musique. Sur Vera Brandes, donc tiré d'une histoire vraie, un biopic encore, qui va défier donc les conventions de son école de musique et créer Köln Concert, donc le Köln Concert où elle va faire jouer plusieurs artistes, dont des artistes qui refusaient jusqu'à maintenant de jouer en Allemagne ou de faire des concerts, et c'est plutôt bien fait, c'est sympathique. Bah très bien, merci pour tes dernières mentions honorables. Thomas, t'en as quelques-uns, si t'es en plus ou pas du tout? Pas vraiment, je vais citer quelques films que j'ai aimés, mais voilà, très rapidement, je vais pas les développer plus que ça. J'ai bien aimé Life of Chuck, j'ai bien aimé Un simple accident, j'ai bien aimé After the Hunt, j'ai bien aimé Avignon, Sorry Baby, En première ligne, on en a déjà parlé aussi, Valeurs sentimentales, Ghostlight. Voilà, quelques films que j'ai aimés, même certaines grosses productions comme F1, bon, qui n'aurait jamais fait mon top 10, mais qui était vraiment plutôt sympa au final. Voilà, Wake Up Dead Man, j'ai plutôt bien aimé aussi. Better Man, c'est vrai que c'était sympa. Évanoui, enfin Weapons, c'était sympa aussi. Voilà quelques films que j'ai bien aimés, mais qui n'étaient pas assez bien pour faire mon top 10. Voilà. Oui, non, effectivement, Évanoui, c'est pareil, j'avais bien aimé. Après, perso, je le mets pas top 10. Je sais que Elric est très friand de cinéma d'horreur, donc je suis pas surpris qu'il ait aimé ce film-là. Puis honnêtement, je veux dire, c'est quand même un film qui est vraiment de bonne facture. Donc de toute façon, je trouve pas que ça soit honteux de mettre ça en top 10 du tout. Mais effectivement, c'est pas dans le mien. Quoi d'autre que tu as cité? Life of Chuck, effectivement, d'ailleurs il vient d'être disponible sur Canal. Je l'ai revu, je le vois peut-être un peu moins à la hausse qu'à l'époque, mais ça reste un film que j'aime vraiment beaucoup. Life of Chuck. F1, tu l'as cité également. Alors F1 et Life of Chuck, on a fait des épisodes dessus, donc comme d'habitude on vous renvoie là-dessus. Pareil, on a fait un épisode sur le dernier Mission Impossible que moi j'ai personnellement plutôt bien aimé, d'ailleurs que j'ai revu aussi à la période de Noël puisqu'ils l'ont rediffusé, et puis j'étais en famille et mes parents ont regardé le dernier Mission Impossible, donc je l'ai revu avec eux. Un film voilà, vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, une année 2025 ah oui, t'as dit Wake Up Dead Man, pardon, et je reviens dessus parce que Wake Up Dead Man, alors j'aime pas du tout, comment dire, le cinéma de Rian Johnson en règle générale. Alors le cinéma de Rian Johnson, ça va faire un peu exagéré, j'ai vu 5 films dont les 3 à couteau tiré, Glass Onion et Wake Up Dead Man, donc qui sont ces 3 films de ce qu'il appelle la saga à couteau tiré, ce qui a assez peu de sens. Je rappelais ça la saga Benoît Blanc, donc du nom de son personnage principal incarné par Daniel Craig. Je n'ai vu que 5 films de Rian Johnson, donc ces 3-là, plus son Star Wars 8. Personnellement, je fais partie de ceux qui trouvent ça atroce, mais je veux dire, comme le 7, comme le 9, à peu près comme tout ce qui est sorti depuis que ça a été racheté par Disney, de ce que j'ai pu voir.
Et d'ailleurs, je suis pas un grand fan de la prélogie non plus. Enfin voilà, Star Wars, bon, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais vraiment Star Wars 8, j'ai trouvé ça infâme. Et j'avais détesté son looper aussi. Donc voilà, je vais pas en parler plus que ça. Mais Wake Up Dead Man, effectivement, moi c'est Wood Unit, j'adore ça. Je suis très très friand du genre. Si des gens qui nous écoutent et sont venus jusqu'à 7h40 d'épisode ont des Wood Unit à nous conseiller, eh bien je prends avec plaisir les conseils parce que j'adore ce genre. Je voulais aussi rajouter, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est un film qui est à la fois autrichien et somalien. C'est une coprode, ça s'appelle Le village aux portes du paradis de Mo Arawe, et j'avais trouvé ça absolument génial. Ça se passe dans un village qui est perdu en plein désert en Somalie, et c'est l'histoire d'un père célibataire qui cumule les problèmes, les petits boulots pour survivre avec sa femme, sa sœur, son fils. Enfin, c'est vraiment un film qui se passe. Enfin, c'est très doux, c'est très beau, et je pourrais pas vraiment trop citer vraiment ce qui se passe. Ça parle de beaucoup de choses, ça parle également de comment ces villages luttent contre la colonisation, luttent contre les catastrophes naturelles. Enfin voilà, vous connaissez la Somalie, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un pays développé, donc mais c'était vraiment un très beau film. Je vais citer aussi Le Roi Soleil, qui fait partie de ces films que j'ai beaucoup aimé, avec un processus qui est assez particulier, mais qui était assez réussi. Et peut-être le dernier film que je citerai, c'est pas forcément un film que je trouve absolument génial, mais qui m'avait plutôt plu, c'est Météores, je sais pas trop comment dire, de Hubert Charuel. Hubert Charuel qui avait déjà réalisé avant Petit Paysan en 2017. Et Météores, je le cite déjà parce que j'avais trouvé ça génial. Ça se passe dans la diagonale du vide, c'est l'histoire de 3 amis un peu galériens, dont 2 qui sont vraiment ultra galériens. Et je pense que c'est une des rares histoires d'amitié toxique racontées au cinéma. C'est-à-dire que c'est 2 hommes avec une amitié toxique, mais pas forcément due à leur masculinité. C'est juste que ces 2 hommes, en fait, c'est 2 hommes qui, ils peuvent juste pas vivre ensemble parce que ils se tirent vers le bas l'un avec l'autre, l'un avec l'autre, et se retrouvent à faire des espèces de petits boulots merdiques, faire des trucs merdiques, mais surtout ils s'entraînent dans les pires histoires possibles et imaginables. Il y a une histoire de vol de chat pour se faire de l'argent, un chat de race, mais ça passe mal. Enfin bon, bref, c'est assez touchant. La fin m'a beaucoup plu. M'a beaucoup ému. Je pense que c'est la seule fois de ma vie que je pourrais dire qu'une chanson d'Attic m'a presque lâché une larme, mais j'avais trouvé ça vraiment, vraiment super. Et je me permets de le citer aussi une dernière fois parce que bon, pas plus pour très longtemps, mais en ce moment j'habite pas très loin de Saint-Dizier et le film se situe à Saint-Dizier, et ça fait très bizarre de voir des endroits de Saint-Dizier qui est quand même pas l'endroit le plus filmé de France, et notamment la fameuse tour Mico qui est à côté du cinéma qui s'appelle le Ciné-Quai à Saint-Dizier. Voilà, donc c'est assez drôle de voir des commerces qui sont là-bas, et de voir Saint-Dizier au cinéma, c'est assez marrant, mais c'est vraiment un film touchant, et c'est dans cette catégorie des films. J'en avais parlé, je sais plus dans quel épisode, je sais que j'en avais parlé dans l'année. À un moment donné, il y a pas mal cette mode un peu en France du film qui se passe en province, du film qui raconte la diagonale du vide, du film qui raconte ces provinciaux un peu perdus, un peu paumés, qui savent plus trop quoi faire de leur vie. Ça avait un peu commencé à l'époque de Chien de la Casse de Jean-Baptiste Durand. Et il y a pas mal de films depuis qui sont sortis sur ce truc-là. Il y a eu 20 dieux, il y a eu... je pourrais pas tous les citer, en fait. Je dis qu'il y en a plein, et en même temps, je peux pas en citer plus de 3, mais c'est vraiment un film, c'est un peu à la mode en ce moment. Et donc ce Météore s'inscrit vraiment là-dedans. Mais c'est franchement bien. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de notre débrief de l'année 2025. Je vais quand même conclure sur le top 2025 de l'Eclipse, qui est un top que j'ai fait avec les gens qui ont participé, donc tous ceux dont j'ai cité les tops tout à l'heure. Vincent et Lucas n'ont pas souhaité participer puisque n'ont pas vu assez de films. Alors Lucas en ce moment, c'est d'un point de vue professionnel,
disponible. Vincent n'a pas pu voir assez de films dans l'année pour faire un top 10, donc ils n'ont pas voulu participer. Mais donc le top qui suit est une sorte de petit calcul par rapport aux places à laquelle ont été attribués certains films. Et donc on retrouve que des noms qu'on a cités pendant 2 heures, mais je me permets à la fois de mettre le top en fond pour ceux qui regardent en vidéo sur YouTube, et donc je vais le citer pour ceux qui ne nous écoutent seulement. En 10e position, on retrouve donc L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho. En 9e place, Reflet dans un diamant mort du couple Hélène Caté et Bruno Forzani. En 8e place, 28 ans plus tard de Danny Boyle. En 7e, Partenope de Paolo Sorrentino. En 6e, Sirat d'Oliver Lache. En 5e, Mektoub My Love Canto Doué d'Abdelatif Keshish. En 4e, Tardes de Soledad d'Albert Serra. En 3e, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. En 2, Résurrection de Bigan. Et en 1, Les Feux sauvages de Giazanke, qui est quand même mon top 1, le top 1 de Robin, le top 2 de Thomas. Donc effectivement, on ne pouvait avec ça que le retrouver en top 1. Et désolé pour ceux qui ont des tops beaucoup plus originaux, comme toi Arthur, ou comme Liam, dont presque aucun de leurs films ne se retrouve dans le top. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je ne sais pas trop si vous avez des choses à rajouter, mais je pense qu'on a un peu fait le tour de ce petit débrief 2025, qui fut, comme je l'ai dit au tout début, une année pas forcément une des meilleures de ces dernières années, mais qui, comme d'habitude, est composée de pépites et de super films. De toute façon, il n'existe pas une année sans excellents films, donc ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Donc voilà, ça reste quand même, je pense que vous pouvez vous intéresser à nos tops respectifs et trouver là-dedans de super films qui vont énormément vous plaire. Est-ce que par hasard vous avez des attentes particulières pour 2026 très rapidement, Thomas et Arthur, des films que vous attendez? Écoute, attends, laisse-moi chercher 2 secondes parce que j'avais fait une liste des films que je voulais voir. Moi j'ai déjà vu certains films qui sont pas sortis encore en France, comme j'ai vu Marty Supreme par exemple, qui est pas encore sorti en France, qui est plutôt cool. Sinon voilà, les nouveaux films qui m'intéressent, il y a le nouveau David Robert Mitchell qui arrive, il y a le nouveau Greg Araki qui arrive, c'est des cinéastes qui sont quand même assez rares. Il y aurait peut-être le nouveau Fincher, ça m'intéresse pas trop en soi, mais bon, Fincher il a fait tellement d'excellents films. Il y a le Spielberg, pourquoi pas, qui peut être intéressant. Il y a le Almodovar qui revient sur un cinéma espagnol, donc ça m'intéresse. Il y a 2 films de grands réalisateurs qui sont Hamaguchi et Farhadi qui ont fait des films français, avec notamment Virginie Efira dans les 2 films, donc pourquoi pas. Il y aurait le retour de Nicolas Winding Refn qui reviendrait également au cinéma après The Neon Demon. Je pense qu'il est son dernier film qui date de, 2018 par là. 2016. Voilà. Ok, donc très très vieux quoi. 10 ans. Le nouveau James Gray, James Gray il a fait un de mes films préférés qui est Lost City of Z. Donc voilà. Et puis il y a des réalisateurs de cinéma d'horreur comme Sam Raimi qui reviennent aussi, qui m'intéressent. Donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes à venir pour ma part. Ouais, plutôt d'accord. Après le film de Sam Raimi, bon, j'ai vu la bande-annonce en diagonale parce que je regarde plus les bandes-annonces, j'ai pas la patience nécessaire pour subir cette publicité-là. Mais oui, dans tout ce que tu as cité, le Spielberg a attisé ma curiosité. Pour le coup, lui, j'ai regardé la bande-annonce parce qu'elle était plutôt bien construite en tant que film un peu mystérieux. Il y a donc le prochain Spielberg, le prochain Fincher, qui pareil sur le principe ne m'intéresse pas du tout, mais bon, moi j'adore Fincher et je fais partie de ceux qui défendent un tout petit peu Mank et The Killer parce que j'ai envie de les défendre un tout petit peu, mais bon, faut peut-être pas déconner, ça reste ces 2 films les plus faibles. James Gray, je savais pas qu'il sortait un film, ça c'est intéressant. Nicolas Winding Refn, j'adore, parce qu'alors oui, The Neon Demon date de 10 ans, mais il a sorti 2 séries depuis, Too Old to Die Young et Copenhagen Cowboy, que je mets tout en haut de mon top série depuis 10 ans, qui sont mais juste fabuleuses. J'adore ce réalisateur, c'est un de mes réalisateurs préférés, donc j'attends avec impatience son prochain film. J'attends un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu, le prochain film de Christopher Nolan. Je suis un peu curieux de ce qu'il va faire, même si c'est pas un réalisateur que j'aime beaucoup. Hamaguchi et Farhadi assez intéressés, même si le fait qu'il fasse un film français m'effraie un petit peu, parce qu'on en avait un peu discuté une fois avec Arthur. Les films français réalisés par des réalisateurs étrangers sont souvent
pas ouf, mais bon, voilà. Ils sont tous ratés, sans exception. Ils sont pas tous ratés. Ah, On en a fait un il y a pas longtemps en plus. On a dit que pour une fois, c'était un film réussi en plus. Donc voilà. En film, en sortie très récente d'ailleurs, je crois que c'est déjà au cinéma et je vais aller le voir. C'est le dernier Ginger Mouche, Father, Mother, Sister, Brother, ou je sais plus dans quel ordre c'est. Enfin bon, bref, peu importe. Je vais aller voir ça parce que ça m'intéresse. Comme toi, Marty Supreme m'intéresse énormément. Bon, toi tu l'as déjà vu, mais moi j'aimerais le voir. Il y a Los Tigres aussi qui m'intéresse. C'est un film d'un réalisateur espagnol. J'ai oublié comment s'appelle l'autre film. Je crois que c'est La Isla Minima, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, voilà, il fait des polars espagnols que j'ai trouvé, que je trouve assez bien. Donc t'en as cité déjà beaucoup, effectivement, il y a beaucoup de films déjà là-dedans qui m'intéressent. Et toi, Arthur, est-ce que t'as quelques films qui t'intéressent ou tu te Ouais, il y en a au gré du quelques-uns, vent? mais c'est surtout dans les mois à venir. Alors déjà, bon, les mêmes que vous, James Gray, parce que moi, pour le coup, c'est pas The Lost City of Z, mais c'est... j'ai plus le titre en tête. Ad Astra. Fait après Ad Astra, que j'ai vraiment qui est adoré. fabuleux. Même si j'aime beaucoup The Lost City of Z, j'ai adoré Ad Astra encore plus. Deux Sur à films peu près le fabuleux. même thème, sauf que c'est vu d'un autre point de vue, disons. En tout cas, ça reste le thème de la paternité. Moi, quasiment à peu près comme vous, hein, le Nolan ne m'intéresse pas parce que de toute façon il a rien fait de bien de sa vie, mais donc voilà, c'était l'histoire de le caser quelque part. Je reviens sur les films qui m'intéressent, j'irai quand même le voir malgré tout pour lui cracher dessus. Voilà, j'annonce pareil. le thème de l'année, Bah le oui. thème de l'année 2026. Non, je Oui, rigole. Non, oui. Ça se trouve en plus ça peut être surprenant, on n'en sait rien, on verra. Ça Moi peut c'est être bien. Projet sait Dernière jamais. Chance de Phil Lord et Christopher Miller, déjà parce que j'aime bien, c'est sympathique les films qu'ils ont pu faire. J'avoue que je déteste tout le Marvel Universe, mais Spider-Man New Generation, le premier, hein, pas le deuxième qui est pourri, mais le premier était plutôt sympathique. Qui adaptent un bouquin que j'ai plutôt adoré sur la rencontre entre un humain dans l'espace avec un extraterrestre et qui vont collaborer ensemble pour s'en sortir parce que leurs deux vaisseaux ont des problèmes, et c'était un très bon bouquin, donc je suis curieux de voir ce qu'ils peuvent en faire en film. Et puis il y a Ryan Gosling dedans, donc moi c'est un acteur que j'apprécie et que je trouve totalement sous-estimé. Malgré l'avis commun sur le premier, je suis assez curieux du retour à Silent Hill. Déjà parce que j'ai fait Silent Hill 2 l'année dernière, donc le remake du studio Bloomberg, et qu'il est vraiment excellent, et que le premier film de Christopher Gans, étonnamment, est le seul bon film qu'il a fait de sa vie, et la seule peut-être bonne vraie adaptation de jeu vidéo, qui arrive à coller à peu près à l'univers du jeu plutôt bien, même si on le joue pas. Donc assez curieux de voir ce qu'il peut faire avec cette suite, parce que tous les Silent Hill sortis entre temps, on les oublie, c'est de la merde. Il y a le dernier Park Chan-wook qui sort quand même au mois de février, aucun autre choix, donc je suis assez curieux, même s'il est déjà dispo sur internet malheureusement, et c'est peut-être d'aller le voir en salle. Je l'ai vu et j'ai détesté, en tout cas. T'as détesté ? Ouais, j'ai vraiment détesté. Ce sera par curiosité, j'irai le voir parce qu'en général j'aime bien ce qu'il fait, et puis je serais curieux quand même si j'aurais, je pense pas, l'occasion de le voir. Ma compagne aimerait aller le voir demain, mais j'ai vraiment pas le courage le week-end d'aller jusqu'à Orléans. Les Échos du passé, qui est passé au Festival de Cannes l'année dernière, mais qui est sorti le 7 janvier 2026 et qui a l'air d'être un film allemand plutôt intéressant. Et puis pour conclure, si possible plein de films indiens, peut-être mieux que cette année, on verra. Peut-être la suite de Loka qui sera mieux que le premier, je crois qu'elle doit sortir cette année. Et puis un dernier, Dry Leaf, qui n'a pas de date de sortie, qui a été encensé par, je vais le citer, par Marin de Criticat, qui m'en avait un petit peu, dont j'avais vu l'avis et qui me donne très envie. Donc un film géorgien, je lis rapidement le synopsis d'Allociné, hein. Mystère autour de la disparition d'un jeune photographe des stades de la ligue de football locale, qui dure 3 heures, qui a l'air d'être assez expérimental dans la forme, parce que j'ai vu passer des images. Il a été disponible un temps sur internet puis supprimé. Je pense que c'était des versions vraiment encore plus illégales que ce qu'on peut voir d'habitude, mais pour le moment il n'a pas de distributeur en France et c'est bien dommage parce qu'il a l'air assez exceptionnel ce film. Voilà mes attentes de l'année. Après pas grand chose d'autre globalement, j'ai rien en tête, j'ai pas réfléchi à ce qui pouvait sortir cette année, mais voilà. Moi, je vais aussi citer, parce que je pense que je suis un des seuls à attendre ce film-là dans la sphère cinéphile. C'est la 3e partie de Dune, parce que j'avais aimé les 2 premiers. Et donc voilà, je suis quand même curieux de voir le 3e. Alors il est annoncé, il me semble, pour décembre. Alors je sais pas trop si ça va rester comme ça, mais bon, pour l'instant c'est le cas. Dans les sorties vraiment
très prochaine, pareil, il me semble qu'il sort là le 14, c'est du coup la suite de 28 ans plus tard. Donc bon, toi comme t'as pas aimé, bon voilà. Un film que je précipiterai pas, c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Un film que j'attends beaucoup, qui va sortir début février, c'est The Mastermind de Kelly Reichardt avec Josh O'Connor. Alors Josh O'Connor qu'on voit partout en ce moment, qui décide Je l'ai vu. Et Je l'ai vu, alors moi il faut savoir que c'est ma réalisatrice préférée, donc déjà j'aime avant même d'y aller. J'ai bien aimé, mais c'est pas mon Kelly Reichardt préféré, il est peut-être moins bien, mais bon, ça reste un bon film, puisque c'est un Kelly Reichardt. D'accord, très bien, c'est noté. Et puis dans pareil, les choses que vous n'avez pas forcément citées, qui attisent ma curiosité, même si très franchement je comprends pas l'intérêt de voir pour la 14e millionième fois un film sur Frankenstein, mine de rien, le film de Maggie Gyllenhaal, c'est un film qui s'appelle The Bride, dont le synopsis est un peu étrange. C'est la créature de Frankenstein voyage vers Chicago à la recherche d'un scientifique capable de lui concevoir une fiancée. Alors honnêtement, je trouve ça un peu... Voilà, c'est un peu bizarre, mais j'ai envie de voir ce truc parce que voilà, pourquoi pas. Et puis alors évidemment, comment ne pas citer, puisque vous ne les avez pas cités, Spider-Man Brand New Day et Avengers Doomsday. Enfin, franchement, ça va être les chefs-d'œuvre de l'année 2000. Non, je déconne. Personne. Enfin, si tout le monde va aller regarder ça, mais il faut pas aller regarder ça. Et Toy Story 5. Ah oui, moi désolé, mais je fais partie de ceux qui adorent la licence voilà, j'irai voir, même si c'est nul, si c'est nul tant pis, mais surtout que Pixar ces derniers temps c'est quand même pas la folie. Mais voilà, j'irai voir Toy Story 4 5. était parmi les meilleurs de la saga, donc moi, je suis curieux de voir ce que le 5 peut donner. Moi j'ai beaucoup aimé le 4 qui a été décrié parce que le 3 il a une super fin en fait pour la saga, mais on s'en branle. Le 3 racontait quelque chose, le 4 raconte autre chose. Donc voilà, moi pour être tout à fait franc, j'aime les 4 Toy Story. J'ai même revu les 2 premiers il y a très peu de temps qui me marquent toujours autant, qui racontent tous des choses très différentes. Peut-être même que, en fait, tous les Toy Story pourraient être une fin de la saga. Enfin, je vois pas l'intérêt de dire que juste parce que c'est plus Andy, il faudrait que ça s'arrête. Non, justement, ça raconte autre chose et je trouve que c'est super. Donc effectivement, moi j'ai quand même hâte de voir le 5. Pixar retrouve toujours un petit peu son mojo quand ils reprennent des sagas qui ont fait, on va dire, leur succès et leur légende. Donc voilà, moi je suis assez curieux de voir ce Toy Story 5 qui, si je dis pas de bêtises, pour l'instant est annoncé pour cet été. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour de nos attentes. Bon, vous aviez déjà... Et effectivement, alors le Park Chan-wook, j'avais complètement oublié, et moi j'adore Park Chan-wook, alors même si Thomas, tu as dit que tu as détesté, eh bien tant pis, j'irai quand même évidemment le voir, parce que j'adore ce réalisateur, et pour l'instant, il n'y a qu'un seul film de lui qui m'a déçu, c'est un truc qui s'appelle Je suis un cyborg, je crois, j'avais trouvé ça absolument atroce, mais j'adore à peu près tout ce qu'il fait d'autre, et notamment son dernier, qui est pour moi un de ses meilleurs films, peut-être même son meilleur film, en tout cas celui qui m'a le plus plu. Ce fut une année 2025 qui fut, comme je l'ai dit, assez bien. On attend énormément de films en 2026. De toute façon, comme je l'ai dit, on sera toujours là pour en parler, que ça soit dans des épisodes un peu plus longs, pour essayer de venir un petit peu plus en profondeur dans les films, ou dans des shorts YouTube, si jamais nous avons un petit peu moins de temps pour traiter les films. On fait toujours, en l'occurrence, notre cher Thomas ici présent s'attelle toujours à la tâche de faire un petit short YouTube de 3 minutes, en général 3 minutes, pour revenir sur les films, essayer de donner son avis et essayer de décrire, de décrypter. C'est un petit peu compliqué en 3 minutes, mais en tout cas d'en parler, histoire d'essayer de traiter le plus de films possible. On vous souhaite une bonne année 2026 et tous nos meilleurs vœux et une excellente année de cinéma. Regardez des films. Salut! Au revoir. Meilleurs vœux à tous et bonne année en espérant que 2026 soit meilleur que 2025. Exactement. Allez, salut!